Donc on va parler du ruisseau du Malbec. Alors je ne sais pas si vous le voyez suffisamment, enfin, cette image est vraiment trop mauvaise, mais c'est une carte Ferraris en fait, de 1717 qui montre le Pentagone enserré dans ses remparts, et puis vous voyez des collines, et puis sur la droite, quelque chose qui est le ruisseau du Malbec, qui à cette époque-là était très paysager, qui pouvait, d'ailleurs on va le voir mieux comme ça, hein, c'est le ruisseau du Malbec et cette longue ligne avec des taches noires sur la droite de la ville. Et c'est juste un exemple parmi d'autres, mais c'est celui qui nous occupe puisque ce Malbec passait par la place Flagey, etc. Et l'histoire contemporaine dont je vais vous parler aussi a lieu là. Donc prenons cette histoire de ce petit cours d'eau visible avec des étangs, avec des viviers, donc avec une activité qu'on pourrait appeler économique, hein, de subsistance, donc de production de poissons, des moulins qui font de la farine, des potagers. Cette zone humide a été asséchée, les étangs sont là pour réguler les inondations, mais aussi créer de l'agriculture potagère, etc. Donc, toute une activité économique qui sert à la ville de Bruxelles, le Pentagone que vous voyez sur la gauche de l'image. Et ces acteurs utilisent tous de l'eau. Ce qui est très intéressant, c'est que, bien sûr, il y a du conflit. Le moulin prend trop d'eau, ou alors le pisciculteur qui n'a plus assez, etc. Vous imaginez bien tous les conflits qu'il peut y avoir dans cet usage de cet élément qui les concerne tous et qui les lie. Et c'est les moniales de la Cambre qui les réunissaient de temps en temps. Elles avaient quelque intérêt, mais pour faire que les gens se parlent et fassent exister ce bien en commun. Donc, c'est aussi toute une histoire du refoulement de cette eau, parce que comme on le voit là dans cette histoire, l'eau est bien visible, elle est comprise par tous, elle est utilisée de différentes manières, mais avec la modernité, la ville qui s'étend, avec la machine à vapeur, je vais très vite, hein, bien entendu, les rivières perdent de fonction économique telle que je l'ai décrite à un instant, donc l'industrialisation, mais le water closet aussi amène des éléments, des rejets polluants, on pourrait en parler longuement bien sûr, mais au total, ces rivières deviennent des éléments porteurs de miasmes, comme c'était décrit à l'époque. On est au 19e siècle, un petit peu avant 1850. Et les hygiénistes préconisent évidemment d'enfermer les rivières, de les voûter, comme on dit, et qui deviennent dès lors des collecteurs d'égouts, tout simplement. L'eau disparaît du paysage. Hein, et miasmes, enfin des porteurs de maladies, pardon. Et donc on assiste à une sorte de grande séparation entre les éléments et la ville, et la société, la culture, peut-être programme des Lumières d'une certaine manière, et qui vient devenir consistant avec une épaisseur matérielle. Hein, on est bien séparé de l'eau, et c'est vrai aussi pour le sol. Mais comme, avant de parler du sol, une seconde, vous voyez tout ce qui est en rouge, c'est une image actuelle de tout ce qui a été rivière et ruisseau, couvert, devenu collecteur d'égouts. C'est une image de Bruxelles Environnement. Et donc on le voit, pratiquement tous les cours d'eau l'ont été. Alors aujourd'hui, il y a un travail de réouverture, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ça. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Hein. Mais on voit quand même que la dimension de l'eau qui disparaît du paysage, eh bien, elle devient très très importante. Mais ce n'est pas que l'eau qui a été refoulée, c'est aussi le sol. Vous voyez ici l'imperméabilisation des sols en région bruxelloise. Je passe très très vite hein, pour arriver vers d'autres questions. Mais cette ville qui a refoulé l'eau, ben voilà, son paysage urbain, voilà, vous vous promenez le long du Malbec. Alors on va aller hein, vite passer faire cette petite promenade ensemble. Ce n'est pas le long du Malbec, c'est carrément au-dessus qu'on peut se promener, hein, puisque cette rivière a disparu, elle est devenue égout. Le Malbec, et peut-être quelque part en dessous, là, voilà. Par là. Puis on a quand même un peu de mémoire, alors donc on se dit, on se rappelle le nom de telle rue, rue du Vivier, rue de la Digue, tout ça est tout proche, hein, avenue du Malbec, en fait tout ça est proche d'ici. Et puis, quand on parle de refoulé, ben, mes amis, on doit bien parler aussi du retour du refoulé. C'est un terme de plomberie à la fois et de psychanalyste, intéressant. Et donc ça nous amène à peut-être une psychanalyse de l'urbain. Hein, on pourrait peut-être imaginer ce genre de choses. Et donc il était une fois encore, eh bien voilà, cette inondation, rue Gray, tout près d'ici, 1978, qui a créé un émoi considérable dans nos quartiers. Je dis dans nos quartiers parce que je suis voisin. Et
Et donc ce retour du refoulé n'est pas du tout qu'un phénomène X et loi, il était beaucoup de fois des inondations. Il y en a un peu partout dans la ville. Et là, vous avez une carte des aléas d'inondation. On en parle relativement peu, mais il y a beaucoup d'inondations dans notre ville. Alors la proposition institutionnelle pour répondre à cette problématique de l'inondation, c'est la construction d'un bassin d'orage, c'est-à-dire une grande cuve en sous-sol, en béton, ici 50 000 m3, place Flaget, qui ne change pas le regard sur les techniques proposées, hein, c'est simplement un agrandissement de l'égout. Ce n'est pas sortir de la pensée de l'égout, c'est continuer à enserrer l'eau dans des espaces structurés en sous-sol plus grands encore pour éviter que l'eau ne sorte des égouts et envahisse. C'est assez simple, on peut comprendre ça. Mais c'est une solution qui ne change pas le regard, qui ne change pas le paradigme. Hein, et donc l'eau reste refoulée et en plus avec ses colères. Donc on la voit encore moins. Mais par contre, cela crée quelque chose qui est ce que je propose d'appeler la première crise politique, véritablement à Bruxelles sur ce type de questions, qui est la naissance, et donc on est en 2002, la naissance d'un mouvement de contestation. Oui, mais enfin, vous faites un grand bassin d'orage, mais vous avez vu le chantier, ça va durer 8 ans, et nos commerces, et nos maisons, les camions qui vont passer, enfin, multitude de questions. Nous réunissons plus de 200 questions des habitants pour lesquelles il n'y avait pas de réponse institutionnelle, et voilà que l'affaire prend une tournure de crise politique, c'est-à-dire qu'elle fait, et là, en tant que voisin de la situation, je suis partie prenante de cette situation-là, avec plein d'autres évidemment. Et il ne s'agit pas de dire pour moi non au bassin d'orage, certains l'ont dit, ça a été une voix forte. Personnellement, je suis parti plutôt sur une autre voie, il y a un autre mouvement qui est né à partir de là, qui n'était pas totalement contre le premier, mais qui se base sur des principes critiques, mais aussi tente de proposer une dimension constructive. N'y a-t-il pas une autre manière de faire pour traiter les inondations que de faire ces grandes constructions qui font souffrir autre chose, autrement, et qui en oublient tous nos liens écologiques avec l'eau et son environnement, etc. Donc, et là, très vite, en 2002, toujours, on recherche et des principes très simples sortent de ces recherches-là. Il faut infiltrer l'eau, l'évaporer, permettre l'évapotranspiration, le ralentissement, utilisation multiple de l'eau de pluie dans plein de situations différentes, décentraliser le regard. Et l'eau de pluie doit cesser d'être un élément jetable. L'eau est vivante. Il faut lui rendre ses cycles dans la vie. Et une belle notion sort de là, qui est la notion de solidarité de bassin versant, qui met en lien donc les gens du haut et du bas, c'est-à-dire que les solutions sont à trouver ensemble. Il faut dire sur ce point que les politiques avaient opposé les gens inondés de ceux qui s'étaient contestés le bassin d'orage. Plutôt que de mettre en lien et de faire une discussion, il y avait une création d'une opposition frontale. Il faut un bassin d'orage, vous n'êtes pas solidaire des gens du bas de la vallée. Et il n'y avait pas de discussion, c'était une totale dépolitisation, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler politique, c'est-à-dire la capacité de se parler, de se confronter, de ne pas être d'accord et de chercher aussi des solutions ensemble. On a avancé sur notre chemin. Imaginons ensemble des quartiers où l'eau serait une amie, avons-nous dit, et on a commencé à travailler sur ces hypothèses. Là, on est sur les années. Hein. Les années vont passer, on va aller très très vite sur ces années. Mais donc des idées forces sortent à partir des quartiers, notamment la notion de nouvelles rivières urbaines, puis des projets Jean Malbec, mon amour, enfin, etc. Je vous passe les détails là, pour vraiment pouvoir discuter ensemble de tout ça plus précisément. Alors, il n'y a pas que l'entrée en politique, il y a l'entrée en culture. On invente, nous inventons collectivement pour la Zineke Parade de 2008 Super Désasphaltéqueux. Il faut savoir que la minéralisation, l'imperméabilisation des sols en France, à cette époque-là, était tous les 10 ans de la taille d'un département français, c'est-à-dire la taille d'une province belge. Donc vous imaginez, tous les ans, la taille d'un département, entre aéroports, suburbanisation, grands centres commerciaux, etc. Et du coup, Asphaltor est le méchant. C'est le méchant, c'est Asphaltor. Par contre, Super Désasphaltico, lui, son nom l'indique bien, un super ami, vient pour nous aider à... Donc évidemment, c'est de la pédagogie, vous aurez compris. Autre projet, l'entrée en design, par exemple, des écoles de design viennent près de nous pour dire mais si on mettait le Malbec, si on surlignait le Malbec par des œuvres artistiques, c'est-à-dire chaque plaque d'égout
qui est représenté par chaque point rouge que vous voyez difficilement. Et donc, on fait dessiner des plaques d'égout par des enfants dans des écoles. Il y a vraiment un mouvement qui s'engage avec ça, avec pas mal de gens, et c'est très gai. Ça n'aboutira pas, mais le fluide est là. L'entrée en paysage, là aussi, là, avec l'Institut des sciences naturelles, nous travaillons à des parcours où eau et biodiversité sont liés. On est dans les 2008-2009, quelque chose comme ça, et où un imaginaire paysager se prend de plus en plus forme. On entre en cartographie, en géographie aussi. On fait travailler nos imaginaires à partir de cartes géographiques, on y reviendra. Et puis l'entrée en fête, enfin voilà. Donc tout un tas de choses faites par un tas de gens différents. Je ne pourrais pas vous nommer tous les collectifs. Certains s'égrènent sur les images là. Il faudrait rendre hommage à chacun, ce serait trop long. Et puis voilà qu'intervient le Malbec dans tous ses états. Mais si on faisait un festival pour montrer cette solidarité vivante sous toutes ses formes, sous toutes ses sensibilités, avec des regards techniques, des regards d'appropriation de la ville, etc., la perception de la géographie, de la vallée, etc. Donc, et puis, crise politique 2. On est en 2010, on est en train de discuter de la mise en place de ce bassin versant solidaire avec les pouvoirs publics. Et voilà que c'est la crise de la station d'épuration Nord, c'est-à-dire que c'est ce partenariat privé, public-privé, qui est géré donc par Actiris, enfin c'est Actiris, le partenariat privé-public, qui relie la région et Veolia, qui est une entreprise internationale, multinationale, de la gestion de plein de choses dans les villes. Donc Actiris, mais à ce moment-là plutôt géré par Veolia, je ne vais pas rentrer dans les détails, décide de rejeter les eaux sans les épurer, alors que cette station d'épuration a que 3 ans d'existence à ce moment-là. Nous y voyons, avec notre plateforme, un moment où, pour Veolia, on s'informe, on va lire à gauche, à droite, etc., où Veolia veut discréditer la gestion publique de l'eau et veut mettre un pied dans la privatisation des services de l'eau. C'est la lecture que nous en faisons. Une lecture, ça nous amène à écrire une carte blanche. On dit, nous, non, l'eau doit rester en gestion publique, mais aussi commune. Alors ça, c'est important, hein, le commun. C'est pas l'intérêt général, le commun. C'est beaucoup plus précis que ça. On pourra en reparler dans les discussions. Pour ça, donc cette carte blanche nous amène à créer ce qu'on appelle les États généraux de l'eau à Bruxelles, c'est-à-dire un grand moment de réflexion collective qui n'avait jamais eu lieu sur cette gestion de l'eau. Je ne rentrerai pas dans les détails, il y a beaucoup de choses à dire. Mais ça nous amène à avoir cet organigramme qui est le paysage de l'eau. Ça, c'est le paysage de l'eau à l'époque. Et même les personnes du cabinet du ministre à ce moment-là, Uijtebroek, ne connaissaient pas ce paysage. C'est-à-dire, et donc vous avez une vision séparée entre la gestion purement régionale et la gestion intercommunale. Et ce n'était pas si simple de s'y retrouver. En tout cas, aucun citoyen ne connaît ça. C'est totalement, hein, c'est un paysage totalement inconnu. Qui est centré sur la technique, hein, c'est la technocratie qui domine, et où on est, nous, en tant que citoyens, en fait, pas citoyens, là-dedans, on est des clients, on paye une facture. Alors, effectivement, il y a une redevance, mais quelque part, on se perçoit plus comme payant un service que quoi que ce soit d'autre. Et c'est un système totalement rigide, peu résilient, fait de tuyaux, etc., de tuyaux économiques, de tuyaux de gestion de l'eau et de tuyaux institutionnels, mais qui n'entrent pas dans un paysage visible pour les habitants. Alors donc les EGEP décident de proposer de manière de structurer les choses un peu différemment, par bassin versant, autour de cette solidarité de bassin versant. On essaye de définir ce que c'est. Une approche par ce qu'on appelle les nouvelles rivières urbaines, c'est donc toute cette approche décentralisée dont je parlais tout à l'heure, qui est très paysagère et pour lequel il y a une appropriation collective possible, avec une diversité des techniques décentralisées, donc en réseau. Et puis une approche par ce qu'on a appelé le mouvement, par ce qu'on peut appeler la participation aussi, mais c'est le mouvement, c'est-à-dire, vous voyez sur la droite de l'image, si vous voyez, la structuration du paysage industriel et institutionnel qui était à l'époque, avec Hydrobru, la SBGE, Vivaquois. Et puis,
nous, on dit il faut rajouter ça, tout ce qui est à droite. C'est-à-dire, il faut rajouter la vallée, il faut rajouter l'eau elle-même, il faut rajouter la pluie, donc il faut rajouter ces circuits, il faut rajouter nos regards sur la ville, il faut rajouter des expertises de jardiniers, d'architectes, etc. Et on ne doit pas laisser l'ingénieur tout seul, parce que le projet institutionnel était un projet d'ingénieur tout seul, technique. Et donc, il faut une multiplicité des techniques, une multiplicité des compréhensions de ces techniques dans nos paysages. Voilà l'hypothèse qui est proposée par ce projet d'états généraux de l'eau. Il y a d'autres volets, mais je n'entre pas dedans. Du coup, naissance du premier bassin versant, il se fait que la vallée du Malbec, voilà, le bassin d'orage va se construire, les jeux sont un peu faits, du coup, les opportunités se referment. Mais voilà que s'ouvrent des nouvelles opportunités à Forêt, grandes inondations assez terribles en 2016. Vous voyez, on avance vite quand même. Et là, avec certains habitants qui avaient participé aux États généraux de l'eau, etc., on décide de mettre en route des promenades, etc., de cartographie. Alors, la balade des naufragés, la balade des solidaires, hein, c'est des noms que des collectifs d'habitants se sont donnés eux-mêmes pour rentrer dans cette dynamique, avec production de cartographie collective, etc. C'est un processus qui reste spontané, c'est-à-dire non financé par aucune institution à ce moment-là. C'est un processus important parce qu'il nous amène à développer une carte des opportunités d'action, de diagnostic, etc. Sur 6 mois, ça s'est développé quand même. Plusieurs week-ends, etc. 120 personnes au total qui ont participé à cette affaire-là, avec pas mal d'associations, et sur une échelle donc assez vaste. Cette carte vous le montre difficilement peut-être, mais on va de l'altitude 100 jusqu'à la Seine. Donc on va des hauteurs de forêt jusqu'au bas de la vallée. Ça a quand même marqué les esprits dans la commune, et la commune est venue nous voir, mais ce serait intéressant qu'on fasse une table ronde avec ça. Banco, on fait cette table ronde en présence des opérateurs de l'eau, donc de l'organigramme que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc un dialogue entre une thèse citoyenne et une thèse institutionnelle commence à s'établir, difficilement, mais d'une manière générale, il y a une réaction positive et un étonnement par rapport à la qualité de ce qui est produit, malgré la fragilité de beaucoup de choses qui ne sont pas suffisamment étayées, etc. Du coup, naissance du premier bassin versant solidaire institué avec la commune de Forêt. Voilà une sorte d'organigramme qui a été instauré avec cette commune, avec différentes instances, etc. On n'était pas nécessairement à l'aise avec ça, hein, mais on se dit ça vaut la peine parce que, bien sûr, de l'information doit pouvoir remonter du terrain vers la région, etc. Des moyens doivent venir de la région vers les terrains, etc. Donc, il y a des boucles financières à créer, des boucles de décision. Et donc, il y a un espace de codécision qui se met en place. Qui donne un début de vision commune de ce que ça pourrait devenir. À l'intérieur de ça, il y a des projets d'habitants qui commencent à être reconnus aussi, dont je ne rentre pas dans les détails parce que je pense que sinon je vais dépasser le temps, mais qui vaudrait la peine chacun d'être analysés, et des projets d'habitants qui commencent à donner une image de plus en plus structurée de ce qui pourrait être proposé, parce que s'appuie sur les quartiers durables citoyens, par exemple, pour faire du dessin comme en bas sur la coulée verte et bleue, parce que s'appuie malgré tout sur la commune et Bruxelles Environnement, sur l'image d'en haut, difficile à voir, où il s'agit de donner un droit au paysage aux voisins de multiples promoteurs immobiliers qui construisent quelque chose et qui en oublient l'eau, et donc quelque part, on impose par la discussion, c'est pas un beau mot, imposer, mais voilà, ça s'impose par une discussion, et c'est très très intéressant. Mais la crise de la légitimité citoyenne se prend place vraiment fortement, et c'est des choses vraiment dont on pourra discuter ensemble. La coordination régionale de la gestion de l'eau, qui est constitué de Bruxelles Environnement, qui est le coordinateur de cette coordination, de Vivaco et de la SBGE, on nous dit qu'ils ne voient d'un mauvais œil l'arrivée du citoyen dans cette production montante, et qu'ils disent non, pour nous ça passe pas. Donc on sent bien sûr qu'il y a un changement de mandature. On est passé de la mandature de Madame Uttebroek vers celle de Madame Frémaux. Est-ce que c'est lié à ça ?
l'hypothèse est tenable. Il est clair que nos institutions publiques régionales ont des influences sur nos actions. On doit tenir compte de ça. Des accords de la commune, par contre, elle, avec les habitants, et notamment ceux qui étaient liés au projet de ce droit au paysage dont je parlais, parce que les habitants voyaient que la commune acceptait dans les commissions de concertation et les enquêtes publiques des choses qui n'avaient pas été prévues de cette sorte-là. Donc conflit aussi sur la continuelle imperméabilisation des sols du bas de forêt. Des accords sur l'étude du bassin d'orage, du square Lenné, c'est-à-dire prenant pas du tout en compte les évolutions à terme et donc conflits assez brûlants avec Vivaquois. Et donc rupture du versant solidaire de forêt. Il est avorté, voilà, il meurt de soi, mais le mouvement continue. Alors, j'en termine ici. Quelques petits enseignements de cette époque-là, d'autres qui sont un peu rajoutés par la suite. Mais enfin, donc, le constat général du rapport entre politique et citoyen est vraiment difficile. Et ce n'est pas nouveau, hein, je veux dire, c'est quelque chose qui est un constat qu'on voit partout, mais le partout s'analyse dans les détails partout aussi. C'est donc intéressant de ne pas simplement être dans la généralité, mais de pouvoir analyser ce qui se passe vraiment concrètement. Analyse qui ne s'est pas faite à Forêt. Il n'y a pas eu de débat sur cet arrêt. Il n'y a pas eu de discussion, il n'y a pas eu d'engagement, d'une réflexion commune. Refus de faire de la participation une pratique alors ça c'est notre point de vue, hein, refus de faire de la participation une pratique de dépolitisation. C'est vrai que parfois on voit des sortes de caution du politique par la participation, on n'est pas d'accord, donc ça ne peut pas fonctionner comme ça. Une nécessité de travailler sur des temps longs, avec essais et erreurs, bien sûr, avec un mouvement qui est instituant de quelque chose et qui n'est pas d'abord institué, un mouvement instituant. Hein, comme j'ai dit, on a fait des choses en dehors des institutions publiques, instituant, et ouvrir vers des lignes de fuite qui empêchent l'enfermement sur soi-même. Donc c'est une production d'enquête aussi, hein, et d'expérimentation à partir de situations quand même clairement définies. Je vous ai parlé du ruisseau du Calvaire, je vous ai parlé de lieux très prédéfinis, mais où le monde entier se retrouve à ces endroits-là, on pourrait dire. J'exagère un petit peu, mais peut-être pas tant que ça. Et donc dans une philosophie pragmatiste, c'est-à-dire comment on retourne les choses à partir de situations concrètes. Je ne dis pas que c'est l'alpha et l'oméga, mais en attendant, c'est quand même intéressant d'aborder cette manière de faire. Le citoyen est un acteur à la légitimité faible, ça c'est indéniable, hein, dans ce rapport politique-institution, enfin citoyen-institution, pot de fer, pot de terre, ça on s'en doute bien, et donc créer des alliances entre collectifs bien sûr, et ça a fort bien marché, et ça continue, enfin c'est pas toujours facile de garder actif ça, mais ce qui arrive, c'est un rapport entre académique et activiste. Ah, là, il y a quelque chose de nouveau qui se pointe, c'est-à-dire si le rapport, l'alliance citoyen-institution est extrêmement compliqué, voilà qu'il y a une nouvelle autre alliance qui peut créer des légitimités nouvelles. Créer des réseaux distributifs en travaillant sur le sens commun. La demande commune, on pourra en reparler plus tard, c'est une notion qui est plutôt arrivée sur Brusseau, mais qui était là, c'est travailler sur le sens commun, c'est-à-dire créer du sens en commun, et à partir parfois même des choses qu'on appelle le sens commun, c'est-à-dire une opinion pas suffisamment étayée, mais ne pas la disqualifier, et éviter la disqualification, et plutôt travailler sur l'intégration, même si il faut donc créer du débat. Donc nécessité d'accepter le débat, le conflit, la controverse, la position agonistique, qui est donc une position qui accepte la contradiction dans un espace où on est d'accord de l'être. On reste amis, si vous voulez. Et travailler à la recherche c'est quelque chose qu'on a un petit peu travaillé avec Simon. Travailler à la recherche de solutions par la co-création, donc où fond, forme et sens s'allient dans des designs nouveaux qui apportent parfois mieux que le langage des solutions qui peuvent convenir. Donc sortir du schéma purement
de la parole. La parole, elle est là, mais sortir de ça, passer par de la sensibilité de l'image qui permettent de donner des formes nouvelles, créatives. Et là, les architectes, les paysagistes sont invités aussi à nous projeter vers le futur, vers des devenirs, et pas rester dans des espèces de quant à soi bloqués, etc. Donc il y a un jeu potentiel avec ça. Tout ça est alors, un certain nombre d'éléments ont été beaucoup plus travaillés, mieux théorisés dans Brussos, mais il y avait quelque chose de ces ferments-là qui nous ont amenés vers Brussos, et je te passe la parole. J'espère que je n'ai pas trop dépassé le temps. J'ai toujours pensé qu'il fallait donner le temps d'exprimer. C'est complètement assuré. De ne pas t'avoir embêté, je crois que personne ne s'en plaindra. Tu veux faire une session de questions peut-être ? Juste poser la question si quelqu'un ou quelqu'une a une urgence particulière à poser une question à Dominique, mais sinon je propose qu'on attende la fin. Super, parce que la transition était très belle, donc profitons-en. Super. Bon, on va continuer. Bon, moi je me présente aussi. Je suis Dimitri Crespin, je suis hydrologue à la VUB. Et donc, on va vous parler un peu de cette alliance du coup, que Dominique a mentionnée entre les EGEP et le corps académique pour essayer de voir si ça peut permettre une légitimité plus forte des savoirs citoyens. Et au contraire aussi, moi, ce que je trouve très intéressant en tant qu'académicien, c'est de voir quels savoirs les citoyens peuvent rendre à la recherche aussi, donner plutôt à la recherche, pour l'enrichir et en faire quelque chose de nouveau, d'insolite. Donc voilà, on va vous parler donc du projet Brussos, Bruxelles sensible à l'eau, qui est donc un projet Innoviris, co-create, qui a été lancé en 2016 et qui s'est terminé en 2020. Voilà, c'est un projet, on en a un peu parlé ce matin, donc porté par l'équipe de Xavier notamment, donc qui vise à vraiment faire entrer le citoyen et la transdisciplinarité dans les projets de recherche. Et la thématique ici, c'est la stratégie pour rendre une ville sensible à l'eau. Alors ça, c'est un peu le programme que je vous montre, mais on va y aller directement. C'est super, le slide. Très bien, je vais vous le lire. Ça, c'est notre page, notre petit mot de présentation quand on arrive sur notre site web, brusso.be. Le projet Brussos invite les habitants à élaborer, avec des chercheurs et des acteurs de terrain, un diagnostic et des propositions d'aménagement pour réduire les risques d'inondation à Bruxelles. Ça, c'est vraiment le postulat, c'est l'entrée en matière. À partir de là, on va voir qu'on a décliné beaucoup de choses, mais c'est un postulat assez simple qui invite, de manière humble et générale, à collaborer ensemble pour réfléchir aux risques d'inondation à Bruxelles, à des meilleures stratégies pour le diminuer, à retravailler le terrain urbain ensemble. Et donc, du coup, voilà, ça, c'est un peu la base de Brussos. À quoi ça ressemble plus en détail? Donc, c'est une recherche transdisciplinaire où on a mis ensemble des académiciens, la société civile avec les EGEP, mais aussi des techniciens, des bureaux d'études en architecture. On s'est lancé dans une recherche-action participative qui vise à graviter autour des citoyens, qu'on met donc au centre, pour agrémenter tous ces savoirs et essayer de les enrichir au maximum à tous les points de vue. Donc autant au niveau de l'urbanisme, autant au niveau de l'activisme, autant au niveau de l'hydrologie, de voir un petit peu quelle sorte d'essor ça peut créer. Les principaux objectifs, ils étaient assez clairs dès le début et ils rejoignaient très bien, on va dire, le cheminement des EGEP à travers les années que Dominique vous a présenté plus tôt. Donc c'est rendre le territoire plus résilient face aux inondations, en prendre conscience qu'il y a des inondations, qu'il y a des problématiques liées à celles-ci et qu'il y a potentiellement aussi des solutions. Donc de voir aussi cette question de la résilience, surtout avec l'arrivée du changement climatique, ou même la présence du changement climatique. Et donc, à travers cette résilience face aux inondations, il y a aussi toute la question de la résilience du paysage urbain en général. Mieux gérer l'eau, ça va amener d'autres aménités en termes de sécheresse, en termes d'usage, tout simplement des différents aménagements urbains, en termes de vision, de relation du citoyen par rapport à son environnement. Donc voilà, toute cette question-là qui va inévitablement se décliner là-dessus. Et alors, et comme on en a parlé aussi Dominique juste avant, c'est rendre le système institutionnel de l'eau plus résilient, puisqu'on l'a vu, il y a une rigidité quand même assez forte là-dedans, il y a une difficulté à faire rentrer
d'autres points de vue dans la gestion de l'eau à Bruxelles, et donc essayer aussi de voir comment cette combinaison citoyen-académique peut servir à rendre le système plus résilient. Alors pour faire un petit mot juste sur l'hydrologie technique, on va dire, l'hydrologie dans un contexte urbain, c'est très compliqué. Avant même de commencer ce projet, c'est quelque chose qui était avéré. Le cycle de l'eau est immensément perturbé en ville, évidemment. Il y a une très forte difficulté de caractériser l'environnement de par son hétérogénéité permanente. Une rue va avoir un trottoir défectueux, ça va changer la trajectoire de l'eau. Une pente de jardin va rencontrer un mur qui va complètement dériver. Le ruissellement également. On y intègre les égouts qui vont acheminer l'eau selon un cheminement qui n'est pas naturel, donc qui ne respecte pas forcément la topographie. C'est très compliqué de comprendre comment l'eau va circuler, de s'attendre à comment l'eau va circuler en ville. Donc c'est de toute façon quelque chose qui est compliqué à établir de base. Par-dessus ça, on rajoute un accès limité aux données. C'est des données gérées par une intercommunale qui vit à quoi, mais qui ne sont pas publiques. Donc on ne peut pas savoir où va l'eau exactement, où est-ce qu'elle va rentrer. On ne peut pas modéliser, simuler les réactions de l'environnement urbain par rapport à une pluie. Donc on a d'immenses complexités à comprendre l'hydrologie en milieu urbain, si ce n'est par des modélisations avec beaucoup d'incertitudes. C'est ce qu'on appelle des wicked problems en sciences dures, on va dire, où on est confronté vraiment concrètement à ces choses-là. Donc l'idée là, c'est que, en tout cas pour notre département à la VUB, c'est qu'on a clairement vu qu'il y avait un intérêt pour nous à intégrer les citoyens dans cette réflexion-là, parce qu'ils ont des savoirs valides au niveau hydrologique de leur environnement. Ils savent où c'est inondé, ils savent à quelle fréquence c'est inondé, ils savent où est-ce qu'il y a un problème régulièrement, ils savent s'il y a de la sécheresse, ils savent s'il y a des travaux qui ont changé quelque chose. Tout ça, c'est des informations qui vont nous servir pour mieux comprendre l'environnement urbain, mieux comprendre l'hydrologie de l'environnement urbain. Et donc, on a tout de suite vu la plus-value énorme que ça peut amener. Autre importance, c'est l'accès aux propriétés privées. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des mesures dans des propriétés privées, des choses qui sont impossibles à faire sans l'accord des propriétaires, on va dire. Donc, ça permet de viser plus large et d'avoir plus d'informations. Le postulat de base, vous l'avez là, si vous savez bien le lire, c'est qu'on pense vraiment que la plus-value va permettre la formulation de solutions alternatives qui sont impossibles peut-être du point de vue institutionnel, qui sont face au même problème que nous finalement dans la compréhension de l'hydrologie. Alors, géographiquement, on a travaillé avec ce qu'on a appelé des communautés hydrologiques, donc qui rejoignent un peu cette vision de solidarité de bassin versant, c'est de raisonner plutôt par topographie. Vraiment, l'eau tombe en haut, descend en bas. Et on a travaillé avec des limites communales tout de même, mais on a donc raisonné plutôt que prendre toute une limite administrative, de voir un bassin versant, c'est-à-dire un point où chaque goutte de l'eau qui tombe dans cette zone-là arrive à un point final. On en a... Ah oui, on voit vraiment pas. On en avait à Jette, à Jette donc, qui finalement s'est transformé dans une communauté hydrologique du Molenbeek, qui a intégré donc au-delà de Jette les communes de Gansoren notamment, et un peu en partie Bruxelles-Ville et Berchem-Saint-Agathe, et à Forêt où nous avions donc la communauté Forêt Nord et Forêt Sud. Donc c'est avec ces groupements de citoyens, on va dire, qui habitent, vivent, fréquentent le même sous-bassin, que l'on va travailler sur ces questions hydrologiques. Alors pour ça, on a développé plusieurs approches qui sont notées ici. Donc c'est des approches, je vais vous les lire aussi parce qu'on ne voit pas très bien. Nouvelle rivière urbaine, îlot d'eau, Water City Sense et approche historique. Donc c'est un peu des modèles, j'aime pas trop utiliser le nom d'outil, hein, mais des axes. Des axes d'action par lesquels on va pouvoir travailler en collaboration avec les citoyens pour comprendre la situation. Il y a une idée de quantification aussi à un moment donné des flux, puisque c'est quelque chose qui va rentrer en ligne de mire. On parle de volume, on parle d'espace, des choses comme ça qui vont servir à formuler des propositions. Et donc des solutions, voilà, propositions, solutions pour proposer une alternative à la gestion des eaux de pluie en ville. Donc je vous ai fait une slide par axe. Donc les approches historiques,
c'est vraiment d'essayer de comprendre, comme ça a d'ailleurs été fait, montré aussi par Dominique avec le Malbec, c'était quoi la place de l'eau en ville avant. C'était quoi la place de l'eau dans un environnement peut-être même plus local. Ici, on est au niveau de l'abbaye de Forêt, où l'eau était omniprésente et aujourd'hui complètement absente. Donc on regarde un petit peu aussi, là c'est une carte que vous avez au-dessus des flux historiques, disparus on va dire, des petites rivières, des petits ruisseaux qui passaient par là, des fois à sec pendant l'été, des fois beaucoup plus grands pendant l'hiver. Et en fait quand on le lit avec une carte des inondations, donc des bâtiments vraiment qui subissent des inondations dans cette zone-là, on voit qu'il y a un lien concret. Donc il y a aussi cette manière de faire ressortir l'hydrologie, de mieux la comprendre contemporainement, en regardant le passé. Il faut savoir que ces données sont venues des citoyens passionnés d'histoire, qui ont fouillé les archives de la ville, qui nous ont produit vraiment ces données et ces cartes qui permettent vraiment de mettre quelque chose en évidence d'important et de souvent méconnu à la fois par les habitants du coin, mais aussi parfois par les institutions. Ici, je vous présente l'axe îlot d'eau. Là, l'idée, c'est d'encourager la gestion communautaire de l'eau au niveau des privés, ou en tout cas des relations entre privés et publics, et d'essayer de voir comment la mise en commun de la gestion de l'eau peut être une solution aussi à sa gestion alternative. L'idée que les particuliers n'ont pas les mêmes capacités de gérer l'eau à leur échelle. Certains ont un toit, d'autres non, un appartement, un jardin, un espace, une citerne de réutilisation, tout ça. Donc c'est d'explorer un petit peu ça et de voir comment est-ce qu'on peut mutualiser en fait cette gestion de l'eau aussi à travers des éléments nouveaux, innovants, des citernes partagées qui évidemment posent des questions juridiques, des questions de propriété aussi compliquées dans l'espace, mais qui permettent quand même de déclencher en fait des nouvelles manières de gérer l'eau en ville en tout cas. Donc ça c'est aussi, je vous ai tout mis quasiment sur une zone à Forêt autour de l'abbaye, où il y a eu plusieurs projets qui sont portés, donc une citerne commune, un projet de végétalisation de rue aussi qui permet de faire rentrer la question de l'eau avec la végétalisation, la désimperméabilisation. Le projet Water City Sense, c'est ce dont je vous parlais un petit peu avant, c'est d'essayer d'aller récupérer, ou en tout cas obtenir des données dans des endroits où on ne pouvait pas, chez les particuliers, en faisant des suivis de leur nappe phréatique, de leur citerne d'eau, en installant des pluviomètres à des endroits où il n'y a pas de données publiques de pluviométrie. Et ça permet de mieux caractériser l'environnement urbain local, direct. On peut commencer aussi à comprendre comment la végétalisation, l'imperméabilisation, l'infiltration se fait plus localement sur un territoire. On peut commencer à aller plus en détail, c'est-à-dire que là, vous avez un sous-bassin versant de la Seine, donc on est vraiment sur une portion très petite du bassin de la Seine. On peut encore le décaler et commencer à comprendre qu'il y a vraiment des zones qui sont plus problématiques que d'autres. Où est-ce qu'elles sont par rapport à la pente? Donc les zones imperméabilisées en haut vont évidemment causer des problèmes de ruissellement, mais ne vont pas forcément subir d'inondation. Donc c'est aussi de mettre en relation le haut de la vallée avec le bas de la vallée et de comprendre en fait s'il y a des priorités un petit peu en termes d'espace sur lesquels on peut privilégier la gestion de l'eau. Et tout ça amène évidemment des connaissances aussi aux citoyens de leur environnement propre, une autre vision, un autre prisme pour regarder leur environnement avec le prisme de l'eau de pluie. Et enfin, les nouvelles rivières urbaines, où là il y a toute cette notion qui a été reprise donc, directement du travail des EGEB, de balade avec les citoyens, d'exploration de leur environnement, et d'amener au-delà des questions liées à l'eau, d'autres questions en termes d'usage, de pratique de la ville, qui vont aussi intervenir dans la vision du paysage urbain. Et donc on va se balader, se rencontrer, observer avec différents filtres le paysage et essayer de relier un petit peu toutes ces connaissances qu'on a pu obtenir. Et ça va nous permettre de dériver un narratif, un récit, et même une linéation un petit peu de cette gestion de l'eau. Les éléments peuvent se mettre, enfin même si une zone semble problématique et pas une autre, on peut commencer à faire des liens entre les zones, à commencer à développer une vision vraiment de gestion de l'eau au niveau d'un bassin versant, plutôt que par projet, comme c'est souvent fait dans le public. Et donc du coup, de vraiment inspirer, mutualiser, communautariser des habitants autour d'une gestion de l'eau. Et parfois sur des projets plus précis où on sait qu'il y a un momentum, comme la rénovation de l'abbaye. Et voilà, il y a des propositions qui peuvent
aussi percoler dans ces projets-là, de par leur ampleur en fait, en termes à la fois de citoyens investis, mais aussi de compréhension de l'environnement dans sa globalité plutôt qu'en dehors du projet. Donc voilà, ça c'est ce qui s'est passé globalement, c'est ce qu'on a mis en place pendant 3 ans. Évidemment, il y a eu beaucoup de résultats là-dessus. Là, je vous ai mis les résultats sur le terrain. Des choses emblématiques, on ne va pas forcément pouvoir déployer tout, mais on pourra en parler après. Mais voilà, il y a eu des remises en question de l'implémentation de bassins d'orage. Les résultats de Bruxo ont permis de montrer des arguments, on va dire, solides pour la remise en question de bassins d'orage, ce qui était avant quelque chose d'assez top-down, pardon, donc du coup assez imposé. Dans la vallée du Molenbeek, il y a eu des solutions très créatives qui ont vraiment pas forcément été considérées dans un point de vue avant dans la gestion de l'eau en général, de remettre le Molenbeek en séparatif, en surface ou même dans l'égout, de commencer à réfléchir à des choses qu'on n'avait jamais fait avant en termes d'hydrologie à Bruxelles. Un des gros résultats, donc on est très content, c'est d'avoir produit une exposition pour montrer tous ces résultats, mettre en avant toutes ces initiatives, ces essors qui se sont produits pendant 3 ans, qui a rencontré un assez grand succès et qui a permis d'ouvrir encore plus la question de l'eau au niveau bruxellois. Donc ça, c'était quelque chose qui était de très fort et que la co-créativité a vraiment permis. Et voilà, et redécouverte de rivières urbaines, mais ça je vous ai déjà montré un petit peu tout à l'heure. Ah, il me manque une slide. C'est pas grave. Et au niveau c'était plus au niveau, alors je vais essayer de me rappeler de tête, au niveau des collaborations que Bruxo a pu avoir pendant ces 3 ans. Il y a eu une implication dans une étude hydrologique au niveau d'un contrat de rénovation urbaine, donc ça c'est au niveau de forêt. Donc il y a pu pendant cette période faire remonter des questionnements citoyens et des visions citoyennes dans une étude hydrologique publique. C'était une expérience assez intéressante, dont on pourra débattre après, mais qui a été bien et pas toujours fluide non plus. Il y a eu des collaborations au niveau des communes qui sont montrées plus ou moins aussi, là aussi, intéressées par cette démarche et qui ont cherché à pérenniser ça, à vouloir continuer à implémenter la co-création dans leur aménagement du territoire. Et là, c'est les 2 dont je me souviens, je suis désolé. Donc ce sera tout pour maintenant. Non, bah, c'est pas grave, c'était la dernière slide. Et l'avenir de Bruxo, il est présent. C'est-à-dire que le projet avec Innoviris s'est terminé en 2020 du coup, et nous avons continué via un autre programme Innoviris qui s'appelle Experimental Platform, Bruxo BIS, qui là aussi va continuer plutôt pour vocation d'implémenter vraiment ces propositions concrètement, à la fois dans les institutions qui participent avec nous, et aussi dans les mœurs, dans les rénovations de l'environnement urbain, pratiquement les résultats de la co-création sur le terrain. Et donc voilà, on n'est pas ici forcément pour en parler, c'est en cours, mais c'est quelque chose qui se passe bien. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve des acteurs comme Vivaqua, Bruxelles Environnement, évidemment des communes, dans cette nouvelle plateforme expérimentale, Vivaqua, avec laquelle il y avait eu ce conflit en tant que citoyen activiste. On voit le cheminement, il faut le dire grâce au programme d'Innoviris, il faut dire quand même, mais qui est absolument intéressant en soi. Je pense que c'est déjà extraordinaire, puisque ensemble, on refait les calculs de ce fameux bassin d'orage, justement. Et donc, rien que si on prend cet exemple-là, c'est déjà pas mal. Merci Dimitri. Eh bien, il me reste à vous donner la parole. Si vous avez des questions, donc je vois déjà 2 mains qui se lèvent. Je vais prendre dans l'ordre chronologique, tout simplement. Je vous en prie, monsieur. Peut-être vous présenter nom et prénom et éventuellement institution ou non, mais comme ça on sait d'où vous parlez, en quelque sorte. Merci. Mon nom est Van der Meerschen Michel. Je suis expert auprès du CIVI. CIVI, c'est un peu le pendant de cette maison-ci au niveau international. Une
question de tarot, vous avez évoqué à un moment donné une tentative d'installer un système séparatif. Moi, il me revient que en Flandre, le système séparatif est tout à fait généralisé. Vrai ou pas, je ne peux pas le dire, mais ouais, bon, en tout cas dans les grandes villes, comme Gand ou Anvers, je ne sais pas. Bon, c'est un système qui, à mon sens, est particulièrement avantageux. Est-ce qu'on envisage à Bruxelles, ou même en Wallonie, je crois que c'est pareil, de passer progressivement à un système de ce genre, comme vous le suggériez pour un certain quartier, progressivement, évidemment. Vivaquois est en train de renouveler les égouts de Bruxelles à vive allure. Est-ce qu'on ne pourrait pas instaurer un système pareil? Quels seraient les avantages et inconvénients? Et accessoirement, vous avez évoqué le fait que Vivaquois, intercommunale bruxelloise, ne diffuse pas les informations et ces données. Ça me semble tout à fait incroyable. Une intercommunale, c'est à mon sens sous tutelle régionale. Alors, oui. Je pense, vous pouvez me contredire, mais la région pourrait certainement exiger d'avoir ces données et par le biais de la région, Bruxelles Environnement, vous les communiquer. Merci. Bonjour, je m'appelle Marc Guillaume, je suis artiste photographe et on est passé vite là sur le bénéfice que vous avez obtenu sur Vivaquois, j'ai envie de dire à la toute fin, là, juste en finissant, et j'avais envie d'en savoir un petit peu plus. Donc la question du séparatif, c'est une question qui revient souvent dans les propositions d'une gestion différente de l'eau de pluie, parce que maintenant, il faut savoir, donc toute l'eau de pluie est mélangée aux égouts et donc va à la station d'épuration, et donc tout cela a un coût, autant en termes d'entretien que de juste épuration d'une eau qui est propre quand elle tombe du ciel. Évidemment, dans une région comme Bruxelles, qui est une grande ville, le séparatif a un coût. Donc l'installation du séparatif a un coût, présente des problèmes aussi techniques, juste en termes d'installation, mais aussi de où va aller l'eau, puisque naturellement elle allait vers la Seine. La Seine est désormais voûtée, canalisée, a aussi des limites en fait en termes de capacité à accueillir l'eau de pluie. Donc clairement, ces questions-là on peut pas encore répondre à ces questions-là, mais c'est pas du tout une priorité. Enfin, c'est pas du tout la vision que la région ou les opérateurs de l'eau prennent pour entamer une meilleure gestion de l'eau, ou en tout cas gestion alternative. Ce qu'il y a par contre, c'est qu'il y a une remise à ciel ouvert des cours d'eau, parce que avant déjà même, on peut voir la Seine ou le Malbec comme des réseaux séparatifs finalement. Alors il y en a qui sont des collecteurs, mais la Seine en soi n'accueille pas d'égouts, en tout cas pas tous les jours. Et du coup, je pense qu'il y a plutôt une volonté de remettre d'abord ces rivières à ciel ouvert, ce qui va amener déjà une visualisation de l'eau de pluie, mais aussi tout un tas de bénéfices complémentaires en termes de bien-être en ville, de biodiversité, de fraîcheur, choses comme ça. Donc je pense qu'il y a d'abord une volonté d'aller dans cette direction-là. Maintenant, pour ce qui est des données de Vivaquois, oui, c'est un vrai problème pour nous aussi. Enfin, je pense qu'il concerne tous les Bruxellois. Voilà, c'est un fait pour l'instant. Ces données ne sont pas publiques parce que, voilà, pour des raisons de sécurité officiellement. Est-ce qu'il y a une demande qui peut être faite au niveau des 19 communes? Donc du coup, c'est pas régional, c'est les 19 communes qui gèrent la relation par rapport à Vivaquois pour la région bruxelloise. Nous, on le pense, voilà, on peut militer pour, mais pour l'instant, en tout cas, ça ne va pas encore être fait. Voilà, je pense que j'ai répondu à ces questions-là. Et pour Vivaquois, alors la question de Vivaquois, c'était plutôt dans le bassin d'orage, au final?
Ah oui. Ok. Tu veux... C'est vrai. Très bien. Oui, je te laisse comme ça on alterne. Oui, si on voit la trajectoire d'où on vient et où ça va, j'ai pris que cet angle-là, on peut analyser ça dans les rapports à pas mal d'institutions. Il y a des gains en termes d'ouverture de savoir, de connaissances. Alors c'est un processus, c'est pas fini. Mais aujourd'hui, ce qu'on peut vraiment attester, c'est que nous sommes partenaires dans le projet Brusso bis, ce n'était pas le cas dans le projet Brusso, et ensemble, alors là pour le coup, des calculs ou des processus, des modèles de calcul et des cadres de calcul sont repensés. Moi, en tant que profane, je ne suis pas hydrologue, c'est intéressant que je vous donne mon point de vue à ce niveau-là, parce que tout le monde n'est pas hydrologue ici, je suppose, et donc d'avoir comme calcul pour la construction d'un bassin d'orage, comme ça s'était fait jusqu'à présent, c'est qu'on calcule les ruissellements, les volumes d'eau qui descendent lors de certaines grosses pluies. Hein, on peut les définir, des pluies qui reviennent tous les 10 ans, tous les 20 ans, enfin, peu importe. On peut calculer le ruissellement, ce qui va donc dans l'égout ou qui risque de déborder l'égout, puisqu'on connaît aussi le volume et la taille. Et ça, c'est des calculs qu'on imagine facilement bien. Hein, c'est les baignoires. Hein, s'il y a plus d'eau qui arrive que dans ce qui repart, bah, ça remplit la baignoire. Si la baignoire, c'est la ville, bah, ça remplit la ville. Donc, je veux dire, c'est des choses de cet ordre-là. Donc, je le dis avec une manière profane. Et donc, c'est le ruissellement au temps T0 de l'étude. Ce qui est en train de se transformer maintenant, c'est que l'étude va intégrer les transformations potentielles de la ville pour intégrer l'infiltration, l'évaporation, la retenue de l'eau, son ralentissement dans son écoulement, etc., par des obstacles, des tas de choses. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très nouveau. C'est-à-dire on intègre le potentiel de gestion de ce qu'on appelle intégrer de l'eau de pluie. Alors ça me ramène quand même à la première question sur le double circuit. C'est quand même dommage de renvoyer une eau qui est vivante, qui a un potentiel d'octroi de vie, de la ramener elle aussi dans un tuyau. Tant que faire se peut, laissons-la vivre, laissons-la s'infiltrer pour aller réalimenter les nappes phréatiques, laissons-la alimenter des racines de pieds d'arbres pour faire du végétal, laissons-la vivante le plus possible. C'est ça qu'il faut gagner. Et donc, la renvoyer dans un tuyau technique, fût-elle propre, n'est pas une donnée de base structurante du projet, bien que ça puisse arriver dans certains endroits parce qu'il n'y a pas d'autre issue. Vous ne pouvez pas l'infiltrer s'il y a un grand hangar, etc. Vous devez l'amener ailleurs. Et du coup, c'est une recomposition sociale, technique, paysagère, dans un ensemble, vu dans un ensemble qu'il faut faire. Et c'est ça l'important. C'est ça le commun de ces différentes dimensions, avec évidemment des porte-paroles qui seront toujours des humains, des humains qui parleront des arbres, des humains qui parleront du sol, des humains, etc. Il y a des scientifiques qui vont faire parler les choses, et puis il y a les usages aussi, et donc on fait discuter tout ça, et bon Dieu, c'est quand même bien intéressant, plus intéressant que de faire que de la tuyauterie, je pense. Et donc on part plutôt sur ce type de projet, avec des potentiels de dispositifs extrêmement variés. Et ce qu'a pu montrer Brusso, c'est la complexité des assemblages entre tuyaux qui existent, mais certains tuyaux plus utilisés qu'on peut réhabiliter pour amener une eau de là à là parce qu'elle ne peut pas être infiltrée là, mais on peut utiliser ce vieil égout-là pour faire ça, un vieux pertuis, comme on dit, etc. Donc c'est des assemblages, encore une fois, technico-socio-environnementaux, complexes qui sont à chaque fois à penser dans les situations. Et c'est autrement plus riche et gai et plus créatif. Voilà. La ville de Louvain a fait un réseau complètement séparatif, mais c'est une ville qui a été inventée toute pièce comme ça. Voilà. Mais c'est ici à Bruxelles, aujourd'hui, une pensée contemporaine n'est pas de refaire ça. Pas dans une ville structurée qui s'est pliée autour de l'égout. Et donc déplions et réinventons tout à fait autre chose. La résilience. La résilience inspire. Monsieur, et puis Xavier. Ah, madame. Madame, peut-être avant? Je n'avais pas vu. Alors, on est des gentlemen, madame. D'ailleurs, merci, monsieur. Merci. Et moi, c'est Agnès Nanfa, que je suis infirmière de carrière et étudiante en Master 2 à Erasmus, à l'ULB, quoi, option santé publique Erasmus.
Voilà, monsieur, excusez-moi de vous poser la question. En fait, je n'ai pas bien suivi, monsieur Dominique, l'historique parce qu'en fait, j'ai fait ce séminaire, on parle de l'eau. D'un côté, vous avez parlé de Malbec et de l'autre côté, vous avez parlé de forêt. Donc, en fait, je voulais savoir, s'il vous plaît, qu'est-ce qui s'est vraiment passé, la corrélation entre entre la région de Malbec et celle de Forêt? C'est quoi Malbec et c'est quoi Forêt? Donc, merci. Et la deuxième question, ça ne vous dérange pas. Est-ce qu'au vu des inondations dont la Belgique a été victime ces derniers temps, nous avons encore en mémoire les inondations qui ont frappé la région, par exemple, à la région bruxelloise, à la région Liège et consorts. Est-ce qu'on peut encore considérer aujourd'hui que l'eau de Bruxelles est à 100% potable pour la santé? Donc, ça veut dire qu'elle remplit toutes les caractéristiques d'une eau potable, quoi. Est-ce que nous pouvons le dire indubitablement nous pouvons l'affirmer haut et fort en disant l'eau de Bruxelles reste potable malgré tous ces dérivés que nous avons vécu ces derniers temps, quoi. Merci, monsieur, merci. Merci. Donc, je m'appelle Benoît Verhulst. Je travaille pour une agence franco-belge qui est spécialisée en participation citoyenne, donc nous plus au sens politique du terme. Pour donner un exemple de ce qu'on fait, on a co-animé la Convention citoyenne sur le climat en France, donc ce genre de processus participatif-là. Et j'avais deux questions. Une question qui revient souvent, on a déjà parlé ce matin, on en a reparlé un peu maintenant, c'est sur la question de l'impact et sur la question de la relation avec les politiques. Donc, en tant que de ce que vous disiez, donc première intervention, qui a un peu un plafond de verre, mais non, vous avez testé différents initiatives, processus, mais si le politique ne suit pas, a priori, on ne sait pas aller plus loin. Et maintenant, avec ce que vous avez dit avec Vivaqua, ça me rassurait en disant que voilà, il y avait une étape suivante. Mais comment vous voyez votre relation avec les autorités publiques et donc aussi dans les enseignements, ce que vous mettiez, c'est que vous avez maintenant un nouvel allié, un nouveau partenaire qui sont les académiques. Et moi, de point de vue de ma profession, ça me fait un peu peur. Ça fait un peu un nouveau silo. On sépare le politique et d'autres acteurs, et donc je me demande comment on renoue le contact. Est-ce que pour vous c'est peine perdue? Est-ce qu'il fallait peut-être associer tout le monde dès le début? Voilà, c'est plus des réflexions qu'une question. Et la deuxième question qui était plus sur comment vous associez les sciences dures, on va dire, avec les sciences sociales qui sont le ressentiment et l'affect des habitants, parce que voilà, on travaille aussi donc à Mission Publique sur la question de l'eau, avec notamment le bassin versant du Rhône, et il y a des gens qui nous ont dit nous avons une relation intime, charnel avec le Rhône, et comment on fait la part des choses entre ça, vraiment cet affect de citoyens, d'habitants, avec aussi des choses très techniques sur la qualité, l'acidité de l'eau, ou voilà, ce genre de choses. Deux questions très différentes. Alors, une longue réponse. Mais merci beaucoup. Dominique, je te laisse. Alors sur le passage d'un bassin versant à un autre, hein, le Malbec, et donc on voit l'image, effectivement, donc bon, ici c'est en rouge, vous le voyez mal, mais le Malbec se trouve ici et le versant de forêt se trouve là. Effectivement, on n'est pas très loin, on est en ville et on est à portée d'autobus quand même, hein, c'est pas si compliqué que ça, mais c'est vrai comment le passage s'est fait, c'est assez intéressant. Il faut savoir qu'il y a des gens qui habitent dans cette zone-ci du Malbec, donc autour de la place Flagey, hein, c'est vraiment géographiquement ici que les éléments initiaux ont démarré, et avec plein d'habitants de toutes sortes, et donc qui ont poursuivi la réflexion autour de la solidarité de bassin versant. Mais il se fait qu'il y en a qui sont travailleurs, qui habitent ici, mais qui sont travailleurs à Forêt. Et ils ont, comme un pollen, enfin comme un porteur de pollen, transporté l'idée ailleurs. Et ils l'ont fait se développer un peu plus loin, à portée de bus, hein. Et donc, plusieurs personnes ont fait ce lien entre ce qui a existé ici et sur Forêt. C'est pas plus compliqué que ça. Et c'est ça les réseaux aussi. C'est des choses qui sont inattendues, qu'on ne contrôle pas. Et justement, il ne faut pas les contrôler. Il faut les laisser comme le vent, hein. Ça porte et ça y va. Et après, il y a les opportunités aussi. Il se fait que ça a rencontré là-bas des acteurs politiques qui étaient en but à des questions d'inondation. Ça, je l'ai montré quand même. Il y a eu des inondations en 2016. Et c'était après les états généraux de l'eau de leurs premières existences, disons. Et donc, ceux qui ont fait comme un pollen le transport de l'activité de Flagey vers Forêt ont pu se relier, eux,
avec des pouvoirs publics en demande de quelque chose de nouveau et surtout de comités d'habitants, un grand nombre de comités d'habitants, des nouveaux habitants qui viennent s'installer, ou enfin voilà, pas mal de jeunes de 35-40 ans. C'était une personne de ce type-là qui a fait ce transport-là et a pu convaincre son voisinage, etc., pour dire on va faire quelque chose. Ils nous ont appelés et on a commencé à faire un lien, évidemment, transvallée. Il faudrait faire une mondiale des vallées, hein, des solidarités de vallées. Je pense que d'ailleurs c'est en cours, c'est en train de se créer. Donc voilà. Alors après, donc c'est plus l'eau qui transporte, là c'est les humains évidemment qui transportent quelque chose. Alors pour revenir à une question, pardon. Sur la potabilité. Ah oui, je peux te laisser. Oui, tout à fait. Donc la question c'est sur c'est ça. S'il y avait un risque que les inondations de Wallonie, ou en tout cas plus fréquentes en Belgique. Les inondations en Wallonie, alors le jour vraiment où il y en a eu des grosses à Liège, il y en a eu aussi une grosse à Bruxelles, mais on n'a pas de problématique. Par contre, un mois avant, en juin, il y a eu une grosse inondation à Bruxelles, début juin, 6 ou 7 juin, 4 juin, voilà. Où là, on a vu des records de pluviométrie qu'on n'avait jamais vus, notamment dans le ouest de Bruxelles, qui ont créé leur problématique aussi en termes d'inondation. Alors, on a une vallée plus petite, on a des moins d'eau géographiquement qui va arriver au même endroit à Anderlecht. Donc, finalement, ça a causé moins de dégâts, surtout aucun mort, mais fatalement, c'est difficile de transposer on va dire le problème que vont causer la pluie selon les vallées. À Liège, c'est beaucoup plus problématique, à la fois parce que c'est un fleuve, à la fois parce que c'est, comment je vais dire, un problème à une échelle beaucoup plus large. Parce qu'on parle aussi, il y a l'augmentation de la pluviométrie, mais il y a aussi la manière dont l'aménagement urbain est fait pour répondre aux risques d'inondation. Je suis un peu éloigné. Mais concernant la potabilité, là, on rentre dans. Il faut revoir alors comment est-ce que le cycle de l'eau, comment est-ce qu'on utilise le cycle de l'eau pour potabiliser l'eau. La majorité du temps, à Bruxelles, elle vient de Wallonie et elle vient de nappes phréatiques et de la Meuse. Cette eau-là est en bon état. La production, il n'y a pas de problème de production de cette eau-là. Et finalement, elle est très peu impactée par les inondations qui arrivent de temps en temps. Parce qu'elle est sous terre ou parce qu'elle est faite plus en amont dans la Meuse et qu'on va prendre cette eau-là et la régénérer, tout ça. Cela dit, on peut poser la question de la dépendance par rapport à l'eau extérieure à la région. Évidemment, faire en sorte que toute l'eau qu'on boit à Bruxelles vienne de Bruxelles, c'est quand même compliqué puisqu'on n'a pas beaucoup d'eau en fait. Comme la Flandre est aussi à moins de production d'eau potable, forcément, il y a une dépendance qui se crée entre les régions. Mais on pense aussi qu'il y a une problématique, notamment en termes de sécheresse de la région, où là, l'enjeu d'avoir une gestion de pluie hors tuyau peut être utile. Et on peut commencer à remettre de l'eau dans les nappes phréatiques, à en améliorer la qualité et potentiellement en extraire plus. Il y a une petite zone d'extraction au bois de la Cambre qui alimente, je crois, c'est 4% de la région. Mais voilà. Donc voilà, Pour Bruxelles, je crois que j'ai ces chiffres-là en tête, oui. 30%. Et le reste, c'est cela, c'est Vivaquois. Pour tout ce qui est majeure partie de la Wallonie et Bruxelles, c'est Vivaquois. Voilà. Alors, concernant l'autre question, est-ce que je peux commencer ? La question de monsieur. Le rapport aux politiques, parce qu'on en a aussi un peu parlé ce matin, du coup. Comme les rapports dans la transdisciplinarité et comme les rapports avec les citoyens, il y a beaucoup de tensions, évidemment. Mais, comme disait Dominique aussi, il y a ce consensus aussi d'accepter la tension ou pas. Moi, personnellement, j'ai trouvé qu'avec le politique, il y a eu aussi cette problématique d'accepter la tension, la mise en tension de choses, de problématiques ou de vision un petit peu de transformation de l'urbain dans ce cas-ci, qui a parfois été difficile. Il y a aussi des rapports différents, c'est-à-dire que
là où des gens vont être liés à un risque d'inondation ou à une volonté d'améliorer leur ville, leur environnement local, le politique peut parfois ramener ça à un projet, à l'urgence d'un projet parfois. Donc les temporalités, le fait de ne pas avoir la même notion, les mêmes enjeux, non, le même cadre de transformation, on va dire, de l'environnement urbain, crée aussi parfois des décalages qui ne sont pas toujours évidents à combiner, moi je trouve. Et alors, il y a cette question aussi de la lutte dont on a parlé ce matin, quand on s'engage dans la science citoyenne, ou en tout cas de faire appel au savoir citoyen pour alimenter la recherche, il y a quand même cette idée de lutte qui vient d'une certaine manière, où il y a un besoin en fait, de questionner cette recherche-là en particulier. Et clairement, cette lutte demande à amener plus de co-création dans le politique. Ça, c'est pas toujours évident. Une des questions de Brusso, c'était de rendre le système plus résilient. Et on voit que c'est là qu'il y a eu beaucoup de tensions. C'est-à-dire que autant le participatif vous était accueilli en tant qu'idée, en tant que concept, mais la transformation du système en lui-même pour devenir plus co-créatif, plus participatif, c'est là qu'il y a une mise en tension compliquée. Et c'est là aussi qu'il y a des outils, pour moi, institutionnels, qui servent à justement se détacher ou à se séparer. Enfin, l'exemple du bassin versant solidaire avorté, ça peut être quelque chose qui est très brutal, très frontal, et qui ne demande pas de compte en fait aussi. Donc c'est ça qui parfois est un peu dur. J'imagine que tu as beaucoup de choses à dire, Dominique, je te laisse aussi. On peut, en fait, c'est le cœur des... Enfin, dans ma perspective à moi, c'est le cœur de nos questions, évidemment. Parce qu'on pourrait parler de l'énergie, on pourrait parler d'autres choses. Hein. Il se fait qu'ici, les éléments nous sont parvenus dans ce type de questions. Comment ne pas délégitimer un citoyen vis-à-vis d'un autre lorsque ça se passe ici, qu'un bourgmestre dit « vous les gens du haut, vous n'êtes pas solidaires du gens de la vallée », il est totalement en train de dire quelque chose qui est apolitique. Il détruit lui-même la notion du politique et du sens qu'on peut lui donner. Et donc on ne peut pas souscrire à ça. Et le point de départ de ça, de ce projet des EGEB, c'est cette question-là. C'est comment, au contraire, être intégrateur et légitimer les paroles, plutôt que de les séparer. Donc quand un politique dit, avec une autorité surplombante et une vision technique qu'il n'a pas inventée lui-même, puisqu'il a été chercher une réponse technique à un opérateur dont c'est le métier, mais qui est un ingénieur aussi seul que lui, et que l'ingénieur vient lui répondre voici la réponse, mais que cette réponse n'intègre aucunement tous les usages, tous les usagers, et ne voit une seule problématique, c'est là où on est dans la dépolitisation. Donc, effectivement, si le politique dépolitise lui-même, c'est difficile d'avoir des relations positives dès lors qu'on veut repolitiser, dans le sens créer des espaces de discussion, de conflictualité, c'est-à-dire de désaccord sur ce qu'il y aurait à faire, mais qui ne sont pas que des opinions, et c'est ce qu'on démontre aussi avec Brusso, ce n'est pas des opinions tout simplement, oh je ne suis pas d'accord avec, c'est des rapports aussi avec des faits qui peuvent être avérés. Et alors on arrive sur une autre discussion qui est celle centralement politique, qu'un sociologue comme Bruno Latour verra dans cette reconstruction du politique, quelque chose qui n'est pas simplement des partis politiques qui se battent pour l'accession au pouvoir, mais pour comment créer de la puissance d'action à partir de ce qu'il entend être le débat entre les faits et les valeurs. C'est-à-dire que quand Vivaquois propose un bassin d'orage à tel endroit, et qu'il ne se pose pas de questions sur quels sont les usages et les valeurs de ce lieu par rapport à des tas d'acteurs qui vivent là, etc., il n'intègre pas dans le débat la question des valeurs, il n'intègre que des faits, mais sur des données existantes, intangibles, non transformables. Et donc, il s'érige en toute puissance technique. Et donc, le politique, dans cet endroit-là, va chercher chez l'ingénieur la réponse, mais sans qu'aucun des deux
ne produisent ce débat entre faits et valeurs. Et c'est ça, le politique, c'est ça, c'est le rapport entre faits et valeurs. C'est pas simplement le scientifique a raison en dehors de toute valeur, usage et d'appropriation par les gens de leur vie et de ce droit à l'environnement que nous aurions. Et donc il y a nécessité de repasser par un débat qui passe par des contradictions, mais aussi par donc des contradictions dans les usages, mais aussi par des recherches de traduction de ces intentions, et c'est ce que nous avons fait, c'est ce que nous avons tenté de prouver avec Brusso. Je réhabilite le terme de traduction parce que je crois que c'est quelque chose qu'on a bien utilisé dans ce projet de Brusso, c'est-à-dire traduire un paysage en volume hydrologique, traduire une intention et des usages en données chiffrables et qui sont des faits à ce moment-là. Alors on peut chiffrer, mais les faits, on leur fait dire ce qu'on veut en fonction des contextes de situations que l'on veut déterminer. Et donc c'est ce débat-là qui est nécessaire. Et donc on ne peut pas s'accorder dès lors que ce débat est d'abord squeezé. Et ce que nous avons fait avec Brusso, et ce que nous avons tenté de montrer, entre hydrologues, architectes, donc des techniciens très pointus en écologie urbaine, etc., et puis des usagers, hein, parce que l'habitant est un usager, mais aussi porteur de connaissances, etc., c'est que ce que nous avons pu montrer, c'est cette mise en débat fait-valeur apporte des savoirs nouveaux, des pistes nouvelles, des possibilités nouvelles, des circuits de résilience, disons, beaucoup plus riches, éminemment plus riches. Et nous avons donc d'abord démontré ce fait-là, c'est-à-dire donner un potentiel de légitimité à ce regard d'intention d'habitants et donc de tenter de les traduire en faits. Et que nous avons travaillé essentiellement à cette légitimation de ça. C'est déjà bien, hein, c'est pas mal. Hein. On est bien dans de l'expérimentation, dans de la recherche, etc. On n'est pas en train de dire on a trouvé la solution. C'est plus compliqué que ça. On est sur un cheminement où ce qui nous a été donné à travailler, c'est d'expérimenter, de rechercher ce que ça pouvait donner. Et ce qui est montré, bah, c'est pas mal. Ça donne quelque chose de bien. Parce que ce qui était reçu dans l'histoire que je vous ai racontée, mais on pourrait parler 12 heures hein, sur cette histoire, c'est aussi qu'à chaque fois qu'on met en débat quelque chose des habitants avec de l'institutionnel, chaque fois c'était l'institution qui mettait en se sentant dans une position d'accusé, de ne pas faire assez bien, ou plein d'autres vécus. Hein. Vous parliez des vécus des citoyens, mais les politiques, ils ont des vécus, les techniciens, ils ont des vécus. Il faut pas les déshumaniser. Le problème, c'est que ces vécus-là ne sont pas considérés comme des vécus, ils sont considérés comme des vérités, hein, en gros. Alors, et dans ces moments-là, que se passe-t-il? C'est que la parole du sens commun, qui n'est pas encore un sens scientifique, qui n'est pas encore un sens technique, qui n'est pas encore quelque chose d'étayé, mais qui n'est pas encore un sens commun dans le sens discuter tous ensemble, hein, sens commun peut avoir double sens ici, eh bien cette parole-là, elle est squeezée à chaque fois parce qu'il faut que le dominant dans cette affaire dise « voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai réalisé, et vous ne pouvez pas le mettre en question ». Alors que si, on peut le mettre en question. Et la preuve, c'est que toute cette trajectoire a montré que cette mise en question initiale nous amène aujourd'hui à être partenaires de Vivaquois c'est un des éléments, c'est pas l'alpha et l'oméga non plus de notre histoire, hein, mais c'est juste un élément symbolique intéressant. C'est là où le conflit a été le plus dur, ici à Flagey, avec le bassin d'orage, et c'est maintenant avec ceux-là avec qui le conflit a été le plus dur que s'organise une pensée nouvelle. Comme quoi, cette trajectoire de mise en tension pour avoir de la diversité de positions, de regards, etc., qui sont la base d'une résilience, d'une vérité, amène quand même à quelque chose qui est agonistique, je ne sais pas si tu serais d'accord avec moi, c'est-à-dire on crée de la tension, on crée du dissensus, non pas pour arriver à un consensus, mais pour se parler. Et si vous n'êtes pas dans une position qui, à un moment donné, ferme dans une direction, vous n'existez tout simplement pas. Vous n'existez pas. Donc il faut faire exister une position différente pour qu'un dialogue se positionne entre deux positions, enfin pour qu'un dialogue existe entre deux positions.
Il faut deux positions différentes. Sinon, il n'y a pas de deux positions différentes. Et donc, le travail qui a été fait avec les scientifiques a été de légitimer, se co-légitimer. On voit bien que les scientifiques ont eu aussi quelque chose qui était intéressant pour eux dans le travail avec les habitants. Et cet assemblage-là, nous l'avons appelé la demande commune. Et nous la portons vers les institutions, cette demande commune. C'est-à-dire, on a fait ça. Cette demande commune, c'est qu'on devrait pouvoir faire là une grande noue de 300 mètres de long dans ce parc-là. Cette demande commune, et donc il faudrait faire une étude de ça, et qui peut passer à la commande publique, par exemple. La demande commune vient générer la commande publique. C'est le lieu du politique même. C'est-à-dire qui commande quoi, pour qui et pour quel usage. Et donc, si ce n'est pas bien questionné, si ce n'est pas mis en accord, si c'est simplement parce qu'un technicien et un politique ont parlé ensemble comme deux humains qu'ils sont, mais seulement deux humains qu'ils sont, fussent-ils affublés de l'étiquette de l'intérêt général, c'est trop faible. C'est trop faible pour véritablement explorer ce qui sera le commun producteur de cet intérêt général. Et donc voilà, on est dans tout ça, dans ces recherches-là. Et je pense qu'il ne faut rien éliminer de tout ça. Et que la connaissance de toutes ces démarches-là, maintenant on est passé à un niveau où on est en rapport avec les institutions pour construire ces rapports-là, on va devoir les analyser, les tester. Experimental Platform, c'est tester. Et je pense que, alors maintenant on n'est pas au bout, ça reste très compliqué, mais je pense que la connaissance, je pense que l'expérimentation de toutes ces choses nous amène à comprendre les escaliers très très importants qu'il y a entre mondes qui ne se comprennent pas, qui ne se traduisent pas l'un l'autre, et qui finissent par s'éloigner totalement. Et donc tout ce travail de connaissance des lieux de traduction, etc., peut nous permettre de reconfigurer un sens politique nouveau, mais qui est un sens scientifique et qui est un sens aussi citoyen, etc. Donc c'est une recomposition. Voilà, ça vaut la peine d'en faire l'hypothèse de long terme. Il faudra encore des années et des années, hein, et pas seulement sur l'eau, mais sur plein d'autres thématiques. Je vous avais prévenu. Xavier, avant peut-être, et puis monsieur, super. Merci pour cette réponse inspirante. Oui, moi je voulais juste un peu prolonger la deuxième question que vous aviez posée pour savoir si Julie Hermès nous a parlé ce matin des différentes réalités en fait, et c'était aussi une démarche pour s'ouvrir vers différentes réalités. Elle nous parlait notamment d'un enfant au Guatemala qui, par rapport à des glissements de terrain, ne parlait pas de problème de déforestation ou quoi, mais disait on n'a pas pris soin de l'esprit de la montagne. Est-ce que vous estimez que dans ce processus que vous avez vécu depuis les EG, depuis Bruxelles et puis maintenant Bruxelles bis, il y a aussi une évolution dans cette reconnaissance des savoirs différents, ou est-ce que vous avez malgré tout dû quand même passer par le langage de la science et de la technique et pour parler finalement et dire pour être légitime il faut parler ce langage-là, on ne va pas venir avec de la sensibilité, d'autres choses. Donc est-ce que vous vous dites tiens ça a évolué ou pas, et que c'est nécessaire de passer par ce langage de la technique et de la science? C'était ma première question. Et ma deuxième question, c'était, si je me souviens bien, vers la première année du projet, à un moment donné, Dominique est venu me parler de la notion de risque. Il dit, tiens, mais maintenant, on va proposer des solutions alternatives. On est face au risque quand même des inondations, et qui va prendre le risque, qui va prendre la responsabilité, etc. Et donc j'ai envie d'un petit peu savoir jusqu'où ça va dans cette logique de participation, d'écoute, de dialogue, etc. À partir du moment où on en est quand même dans des situations de risque, de gestion de risque, de gestion de situation des fois d'urgence, avec des conséquences graves quand il y a des inondations. Donc comment ça se vit alors dans un projet où finalement les solutions émanent de beaucoup d'autres personnes? C'est qui à la fin qui est face à ce risque et face à cette responsabilité? Vous voulez prendre la question de monsieur avant? Allez, c'est parti. Pardon, Frédéric Arden, donc moi j'habite près du Marais Wins. Et donc je me faisais la question justement par rapport au comment est-ce que vous envisagez l'interaction, le dialogue, je ne sais pas quel est le bon mot, mais avec des acteurs plutôt économiques, parce qu'ici on parle d'acteurs politiques et institutionnels,
Mais voilà, on parle d'asphaltisation. Il y a aussi des acteurs privés, économiques qui interviennent. Et voilà, comment est-ce que vous envisagez ce dialogue-là? La notion des langages, déjà, enfin des références. Justement, quand tu étais en train de parler, Xavier, je pensais exactement au Murray Wills à ce moment-là. Bien sûr, on pourrait imaginer des tas d'autres endroits, mais peut-être que c'est sans doute un des plus emblématiques en ce moment, où il se joue extrêmement de choses, et où le Murray Wills a été investi. Donc, vous connaissez un peu tous le Murray Wills, il faut peut-être en parler en quelques mots. C'est un lieu absolument passionnant qui est issu d'une histoire de, on va dire, 2 accidents. Le premier accident, c'est un entrepreneur qui commence des travaux en 2007 et qui fait des excavations, puis va creuser des pieux assez profondément et va toucher une nappe phréatique sous pression, on va dire, captive, et en creusant dans une couche d'argile, et en faisant ça, l'eau remonte, parce qu'elle est sous pression, elle remonte, et elle vient envahir la zone excavée, les caves ou les parkings souterrains futurs du bâtiment. Ça devait être des bureaux. Et donc voilà, sans doute est-ce une erreur de calcul du sous-sol, ou bien il l'avait prévu, de toute façon, et de pomper l'eau, peu importe. Donc cette eau monte, mais au moment où cette eau monte, voilà qu'un deuxième accident arrive. Alors lui, il vient de l'autre côté de l'Atlantique, c'est la crise des subprimes. Et le promoteur immobilier, ça va amener à notre question, et le promoteur immobilier qui faisait ce projet de bureau à cet endroit-là, eh bien, il s'est retrouvé sans liquidité. Et donc le projet s'arrête. Le projet s'arrête et durablement, d'autres projets vont émerger, qui seront plutôt du logement, avec des promoteurs immobiliers, mais ils sont retoqués, ils sont recalés. Bruxelles Environnement, enfin la région et la commune refusent de délivrer le permis d'urbanisme. Donc le temps dure. Et qu'est-ce qui se passe quand vous avez de l'eau, de la lumière, de l'air et de la terre? Je vous le donne en 1000. Ça s'appelle la vie. Et qu'est-ce qui se passe? Donc des circuits vivants commencent à se mettre en place. Et pendant tout ce temps-là, que font les propriétaires de ce terrain? C'est dire, c'est une friche, ça ne nous intéresse pas, ça n'a pas de nom, on ne nomme pas cette affaire. C'est l'accident, c'est un accident, c'est juste un accident. Et vous avez des petits voisins qui voient qu'on commence à jeter des batteries dans ce lieu, commence à jeter des vélos, des trottinettes, etc., des canettes de bière. C'est une friche, quoi. C'est du rien. C'est un espace où on peut mettre ce qu'on veut. Alors des habitants voient que cette vie qui est là, avec des cormorans, avec des grenouilles, enfin ils font toute une description de choses, et puis ils commencent à nettoyer ce lieu, parce qu'ils l'appellent le marais. C'est un marais, c'est le Murray Wills. Dès que vous le nommez comme ça, vous lui faites changer de statut. Et là, on est dans le langage, on est dans la parole, qui définit, c'est nous, les humains. C'est à un moment donné, dans la psychologie de certains, dans le sens qu'ils donnent aux choses, et c'est leur droit absolu de le faire, c'est de dire, là maintenant, on n'est plus sur quelque chose qui est un rien, un accident de l'histoire, etc. On est quelque chose où de la vie a émergé. Il y a une écologie, un marais. Alors maintenant, il y a des gens qui disent non, c'est pas encore ça, etc. Bon, c'est nommé. Eh bien, savez-vous que ça a une très profonde répercussion sur le projet de Bruxelles, parce que à un moment donné, on fait alliance avec ces gens du marais, puisqu'il y a de l'eau, et est-ce que cette eau-là, cet endroit-là, et ça fait partie de l'étude du contrat de rénovation urbaine dont a parlé Dimitri, c'est qu'on fait remonter la question des habitants en termes d'intention, et si ce lieu, ce marais, pouvait servir aussi pour réduire les inondations, c'est-à-dire devenir une zone tampon par rapport aux inondations qu'il y a dans le voisinage. Intéressant, question légitime. Et on passe du sens poétique à un sens déjà, disons, utilitariste. Et donc, on n'est pas dans une opposition ferme entre l'un et les deux. Il y a un passage du poétique à l'utilitariste, et ça, c'est propre au langage humain. Il n'y a pas une seconde où on ne fait pas ce genre de choses, chacun d'entre nous. Simplement, il y a des dominations par certains moments, etc. Et ici, il y a une traduction qui se fait, et qui se fait en calcul hydrologique. Et l'étude montre que
certainement, cette zone peut devenir tampon. Il y a plein d'autres études à faire derrière, compliquées, etc., sur la qualité de l'eau, etc., qui seraient amenées à cet endroit-là. Mais ça légitime au moins sur un point, mais au fond, ce marais n'a pas qu'une fonction de logement potentiel. Il peut avoir d'autres fonctions, donc biodiversité, etc., vu la pression des habitants, vu maintenant la légitimation par la quantité d'eau, et vu que la région cherche à avoir un potentiel de logement quand même dessus, au total, qu'est-ce que fait la région? Acheter le terrain. Et c'est-à-dire le fait sortir du giron privé pour l'entrée dans le giron public, avec une demande des habitants qui ont été les premiers quand même à alerter de ce lieu, de ce potentiel commun de cette affaire-là, commun, c'est-à-dire biotopique, hein, dans tous les sens du terme, humain et non humain, hein, et de dire, et si on en faisait une gestion publique commune? Il n'y a pas de raison que tout d'un coup, le pouvoir public s'arroge tous les droits sur cette affaire-là. Ce n'est pas eux qui sont venus sur le terrain enlever les batteries, ce n'est pas eux qui sont venus faire soigner tout ça, ce n'est pas eux qui ont donné soin à ces choses-là, qui ont créé le soin de ces choses-là. Voilà. Et donc c'est des trajectoires, c'est que des trajectoires. Et rien ne s'arrête à aucun endroit. C'est des traductions, des trajectoires, je crois que c'est très humain. Alors, sur le risque. Oui, ça c'est une question très importante évidemment, mais c'est une autre question. Hein. Parce qu'évidemment, par rapport à un bourgmestre qui, par exemple, à la commune de Forêt, se dit, bon, il y a des inondations dans le bas de la vallée, et de dire, je ne vais pas faire de projet de bassin d'orage parce qu'il y a ces inondations et qu'il faut donc protéger les gens du bas de la vallée. C'est vrai qu'il y a un risque de ne pas faire de ce bassin d'orage. Il se fait d'abord déjà qu'un bassin d'orage, ça ne se fait pas comme ça tout seul non plus. Ça s'étudie, c'est long, c'est pas si simple. Il y a des bassins d'orage qui ont risqué de s'effondrer. Le bassin d'orage de la place Flagey ici, on a commencé avec 30 mètres de profondeur de mur en bouée, puis c'est devenu 50 mètres. Les travaux ont duré plus longtemps que prévu. Donc tout ce que ces ingénieurs produisent, c'est pas totalement exact non plus. Ils sont dans pas mal d'incertitudes eux-mêmes. Donc le risque, il existe là aussi. Le risque, il est financier aussi. Et le risque, il est multiple. Il n'est pas que sur la quantité d'eau. Et donc, c'est à évaluer sur un ensemble de choses et pas de manière linéaire non plus. Et donc, quand on dit que pour un bassin d'orage, il faut par exemple 8 ans pour le construire, et qu'on fait des projections à 10 ans de ce qu'on pourrait faire autrement qu'un bassin d'orage, parce qu'un bassin d'orage, ça ne se fait pas comme ça, encore une fois, hein, donc il faut le temps, le construire, etc. Mais faire une noue 300 mètres de long, c'est beaucoup plus simple. Et bien, mais ce que vous avez aussi au-dessus du bassin d'orage du Square Lenné, et ça aussi c'est une demande des habitants, c'est un jardin essentiel, c'est-à-dire un jardin de plantes, géré par des habitants, terrain co-géré avec Bruxelles Environnement, mais essentiellement par des habitants. De nouveau, nous sommes sur un commun, de nouveau, nous sommes sur des pratiques, etc. Et que ce bassin d'orage-là, il pourrait peut-être se faire ailleurs qu'à cet endroit-là, etc. Donc il y a plein d'autres sous-questions qui peuvent être posées, et la gestion des risques doit donc prendre tout en charge, tous les risques. Il n'y a pas que le risque d'inondation. Il y a le risque de faire s'effondrer un projet, il y a le risque. Mais nous, on ne dit pas, on va protéger le jardin essentiel et on ne va pas faire le bassin d'orage, c'est pas ça qu'on dit. On dit, on n'a pas encore pris la mesure de tous les autres potentiels. Parce que oui, la solidarité de bassin veut qu'on arrête les inondations en bas de la vallée. Mais si vous gagnez, par exemple, sur un projet où en 5 ans, vous voyez que vous avez diminué substantiellement la quantité d'eau qui va dévaler pour faire des inondations, et qu'il faut à peu près même temps pour faire un bassin d'orage, pourquoi faire le bassin d'orage? Voilà, c'est ça. Donc la gestion des risques, elle va dans tous les sens. Il faut prendre tous les risques et pas seulement une ligne de conduite. Ben, sur les parties privées, c'était les particuliers ou des grands projets privés? Enfin, un peu les deux. Ben, c'est vrai que c'était une question, j'ai envie de dire presque naturellement,
le dialogue, ou en tout cas le projet s'est mis en place en relation avec les institutions publiques, parce qu'ils gèrent un grand espace qui est commun, où il y a plusieurs citoyens. Il y avait une espèce de logique d'aller vers le public à ce niveau-là. Évidemment, il y avait dans les repérages cartographiques qu'on a fait, il y avait des éléments clés, des écoles, des gros bâtiments ou quoi. On s'est dit que, en tout cas du point de vue hydrologique, c'est ce qu'on appelle un big win, quoi. Si on arrive à déconnecter ça, il y a possiblement ça. C'est assez difficile à explorer, je vous le cache pas, parce que il n'y a pas d'obligation de leur part, si ce n'est institutionnel. Du coup, ça a rarement porté ses fruits, sauf s'il y a une pression très forte, ou s'il y a un lien public, je sais pas, je pense à une école ou des choses comme ça, où la commune en soi peut nous aider à rentrer en contact ou quoi. Mais c'est pas évident. C'est plus facile de les repérer, de les mettre en avant, de les faire apparaître dans cette connexion de solutions. Mais c'est vrai que c'est très compliqué. Et surtout qu'il y a vraiment, encore une fois, ce rapport au projet qui met des deadlines, met des échéances, met des acteurs différents ensemble sur un avant-projet, un projet de réalisation, une réalisation, des choses comme ça, où à chaque fois on va parler des acteurs différents, qui on va devoir reparler, rediscuter de tout ça. Et en fait, ça ne se prête pas bien à ce qu'on essaie de mettre en place, puisque c'est très segmenté. Et donc du coup, ça complique beaucoup les choses. Donc cela dit, donc, le parti pris, bon, en tout cas c'est comme ça que ça s'est passé chez nous, c'était plutôt de justement les rattraper via le biais institutionnel, et pas seulement de Bruxelles Environnement, d'une commune ou quoi, mais du coup aller aussi contacter des Urban Brussels qui mettent des règles de gestion de l'eau aussi à tous les niveaux, que tous les acteurs auxquels tous les acteurs doivent se soumettre à ce niveau-là. Après, pour des citoyens, ça peut être intéressant. On a fait beaucoup de travaux aussi là-dessus, à des solutions citoyennes, on va dire particulières, plutôt des appartements, des maisons, comme ça, des choses plus singulières, où là, des solutions créatives sont apparues, encore une fois, en lien avec les désirs des gens, les désirs pour un quartier, une ruelle, on peut changer les échelles à chaque fois, des idées très créatives qui sont venues en place, qui parfois demandent aussi de rentrer dans les régulations publiques aussi. Si on pense à des citernes publiques dans la rue, alors est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on n'a pas le droit, qu'est-ce qu'on fait de cette eau, enfin, voilà, la régulation vient très rapidement s'implémenter sur chaque initiative un peu qui sort du cadre, on va dire. Mais il y a des choses qui se sont fait bien, et là où c'était intéressant, c'était cette mise en lien entre les inondés et les pas inondés, donc le bas et le haut, et de voir que, en fait, voilà, si tu es inondé, tu peux mettre une citerne, mais ça ne va pas vraiment changer ton inondation, parce que tu captes ton eau. Et donc c'était aussi l'idée de solliciter les gens du haut qui ne sont pas inondés, à eux mettre en place des mesures au niveau particulier qui vont réellement servir aussi tout ça. Donc je ne peux pas dire que on n'a pas forcément réussi à faire des réalisations concrètes quoi comme ça, mais cette prise en compte du lien aquatique, hydrologique qu'il y a entre le haut et le bas, ça c'était intéressant. Et donc là, j'ai même vu passer il n'y a pas très longtemps, sur les hauteurs de l'altitude 100, donc à Forêt, encore une fois, une volonté de faire le toit du grand GB, enfin je ne sais plus de quel... voilà, une pression d'habitants pour que la toiture d'un grand supermarché soit verte et retienne l'eau. Je pense pas que c'est que nous, mais voilà, il y a cette logique-là qui est vraiment implantée. Alors que ce soit une toiture verte, très bien, que ça amène un peu de végétation, mais aussi que ça retienne de l'eau, avec cette dynamique de, oui, comme ça inondera moins, forêt d'en bas. Et ça, pour nous, c'est déjà une bonne chose, une bonne victoire, et je pense que le lien qu'on a créé là a permis de mettre ça en place. Quand même deux expériences concrètes. Enfin, d'abord, il y a quelque chose qui se passe en région bruxelloise, c'est que les règlements régionaux d'urbanisme vont imposer des choses. La gestion intégrée de l'eau de pluie, un peu comme on en parle ici, est devenue politique publique. C'est devenu... alors, est-ce que tout le monde la comprend bien? Tout le monde n'a pas encore la même définition, ce genre de choses, mais il y a quand même quelque chose qui dit que ce n'est plus seulement une approche alternative, c'est une approche de plein droit, au même titre que le tuyautaire, etc., qui continue bien évidemment d'exister. Donc ce sont deux approches de plein droit qui maintenant coexistent. Et
derrière cette approche de plein droit, il y a tout un règlement régional d'urbanisme, donc il faut quand même des réglementations sur ce qu'on appelle les débits de fuite. Enfin, on ne peut plus, pour une nouvelle construction, faire partir de l'eau vers les égouts comme ça, n'importe comment. Chacun doit calculer à partir de sa parcelle, pour tout nouveau projet en tout cas, et sans doute que même pour des nouveaux projets, on peut commencer à le faire. Ça, c'est, je pense, c'est une vision générale, hein, puisque le temps avançant, toute cette manière de voir n'est plus du tout considérée comme alternative. Elle est devenue pleine et entière. Par contre, les pratiques pour le réaliser restent toujours très compliquées à le faire, hein, bien sûr. Mais je parlais tout à l'heure dans la présentation des EGEB que nous avions pu réunir avec des habitants de forêt, là encore, qui étaient confrontés à des promoteurs immobiliers face à un paysage qui se changerait fortement et qui se densifierait avec force. Alors, pour certains, c'était eux-mêmes des nouveaux habitants, donc il était malvenu pour eux de s'opposer totalement à ces projets urbanistiques, puisque eux-mêmes avaient profité de projets qui étaient présents juste avant. Et donc, fort justement, ils ne se sont pas dit on refuse ces projets, on veut les orienter de manière à ce que nous ayons un espèce de droit à ce paysage. Et eux-mêmes avaient investi un de ces terrains des promoteurs immobiliers. Il y en avait 7 dans ce coin-là. 7 relativement contigus, hein, avec des frontières de l'un à l'autre, enfin contigus. Et ces 7 projets, sur l'un d'eux, ses habitants avaient fait un petit projet, tout petit projet, de 15 mètres sur 15 mètres de protection d'une source sur un de ces terrains-là. Ils y avaient mis des bancs, ils avaient planté des plantes aquatiques dans ce petit mare-là. Hein, ça fait 15 mètres sur 15 mètres, hein, c'est un triangle. Et puis, voilà, ils ont installé des choses. Ils ont eu un petit budget de Bruxelles Environnement, 2500 € pour acheter des trucs, etc. Et ils y tenaient beaucoup. Mais ils se sont rendus compte, dans le rapport avec nous, que l'eau qui sortait de là allait directement à l'égout. Et ils se sont dit, ah mais c'est pas normal. Il faudrait que cette eau circule et chemine. On n'est pas si loin que ça de la Seine. Essayons de la faire aller jusqu'à la Seine. Et donc, ils ont proposé de commencer à dialoguer avec chacun des promoteurs immobiliers pour que ce ruissellement n'aille plus à l'égout, mais fasse ruisseau, qui existait autrefois, et traverse chacune des propriétés de ces promoteurs immobiliers. Et donc ça nous a amené, enfin on a travaillé ça ensemble, et ça nous a amené à rencontrer Bruxelles Environnement, la commune de Forêt, et dans le cadre où ça allait bien, dans les rapports avec la commune de Forêt, on veut dire, et on a discuté, promoteur immobilier avec promoteur immobilier, pour faire ce cheminement, et ils ont commencé à changer leur dessin pour faire passer cette eau-là, à réduire un peu le nombre d'habitations. C'est-à-dire, voilà, la rentabilité doit aussi discuter par rapport aux usages, et quelque chose qui ressort, qui est une notion de droit au paysage. C'est pas inintéressant. Et donc, voilà, ça s'est fait. C'est après que la rupture a eu lieu, c'est que les accords qui ont été faits avec les comités d'habitants, nous, la commune, etc., pour dessiner ce paysage de ruisseau, ça a montré après dans les enquêtes publiques de la commission de concertation que ça n'était pas suivi totalement d'un effet et que la commune ne remettait pas ça, ce cadre-là en place, qui n'était pas un cadre juridique, c'était un cadre d'accord d'une parole donnée, c'est tout. C'était pas un cadre juridique. Mais c'est bien la parole donnée, hein, je veux dire, ça peut être pas mal. Et on pourrait, et évidemment, on aurait pu en faire quelque chose qui soit juridique, comme voilà, ça n'a pas été fait, donc ce serait peut-être c'est-à-dire rendre structurant cet accord-là et faire que chacun s'y tienne, ou sinon opposable en justice, disons. Mais bon, ça n'a pas été fait comme ça. Parce que les pratiques n'étaient pas là, parce qu'on n'a pas pensé à ça, que probablement qu'on pense que le monde est très gentil, que les gens, quand ils donnent une parole, ben, ils vont la faire suivre des faits. Voilà, parce qu'il y a une certaine naïveté. Mais c'est vrai qu'on pourrait imaginer aujourd'hui, dans le cadre d'une pensée sur les communs mieux construite, avec un juridique, donc une dimension juridique qui ne soit pas sortie des législations, donc extractiviste d'une pensée étatique, mais d'une pensée d'un collectif qui se structure et se donne ses propres règles. Voilà, on n'avait peut-être pas assez théorisé sur ce genre de choses. Maintenant, on le ferait différemment, je pense. Mais le ferment de l'idée de faire ce type de pratique existait.
Et je pense que ça mériterait il arrivera avec des situations, on va y arriver. On va y arriver dans nos tests d'expérimental plateforme. On va y arriver, très certainement. Où et quand, on ne sait pas encore. Mais on sent que ça va être là. Oui, bonjour, Abdessamad Melas. Donc, je suis ici en tant que citoyen, je travaille donc, à la commune de Schaerbeek. Voilà, donc j'avais une question par rapport au projet Brusso. Vous avez dit tout à l'heure que c'était donc le futur du projet, c'était déjà le présent pour le Brusso bis. Et là, donc, je voudrais rebondir sur quelque chose. Pour vraiment le futur donc du projet Brusso. Le projet de plan de gestion de l'eau de la ville de Bruxelles prévoit de ramener sur son territoire de l'eau en surface du Malbec. Donc voilà, c'est bien, donc c'est une très bonne chose. Donc en lisant ça, on avait proposé à la commune de Schaerbeek aussi, dans le cadre de son plan climat, de prévoir quelque chose, en tout cas au niveau de la vallée du Malbec. Donc vous voyez venir ma question, est-ce qu'il serait possible de prévoir un projet Brusso terre ou Brusso quater avec les financements de nos collègues de Novaris, mais fait sur les 5 communes traversées par la vallée. Donc je ne vais pas lister, enfin les 5 communes elles sont connues, quoi. Voilà, pour faire quelque chose de cohérent. Et donc je sais que voilà, donc au départ le projet, le premier projet Brusso, ça concerne la forêt et je pense de l'autre côté le Berkem, je pense. Voilà. Mais maintenant, donc, il y en a 4 communes sur le Brusso. Donc, voilà, donc c'est déjà, je dirais pas compliqué, mais donc voilà, ça fait comme un nombre d'acteurs un peu plus élevé. Ici, il s'agira en plus de 5 communes différentes, quoi. Voilà. Merci. Oui, pas beaucoup de temps. 5 minutes. Donc si je comprends bien la question, si je peux la traduire un petit peu sur la pérennisation d'un consortium comme Brusso pour intervenir dans d'autres endroits du territoire, par rapport à là où il s'implante maintenant. Disons que y a un premier aspect pour l'instant qui complique, c'est-à-dire qu'on dépend de projets, de subsides qui sont alloués non pas sur le territoire, mais sur un projet en soi. Le premier était co-create, donc de co-création, vraiment de recherche, action participative, sur lequel les territoires ont été décidés comme ceci. Et là, dans le projet dans lequel on s'inscrit, c'est Expérimental Platform, toujours Innoviris pour le coup, mais où là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir tester les résultats de cette recherche et voir à quel point elles peuvent s'implémenter de cette recherche Brusso. Ah oui, à quel point ils peuvent s'implémenter dans la transformation urbaine, aussi dans les territoires en question, donc la vallée du Molenbeek et forêt. Du coup, ce serait quoi la prochaine étape ? Si le test s'avère concluant, je pense qu'Innoviris sera très content, mais dira que c'est... Vous avez réussi, bravo. Mais donc du coup, voilà, il va aussi dépendre de qu'est-ce qu'on institue pour Brusso, et qu'est-ce que ça devient en tant qu'entité, chose, voilà, j'ai même pas encore forcément de mots pour ça, dans le futur. C'est une très bonne question qu'on se pose déjà maintenant, et qu'on doit d'ailleurs se poser bientôt en réunion, encore un peu plus, mais pour laquelle on n'a pas la réponse, puisque voilà, il y a une idée d'instaurer une forme de co-création au sein des institutions en charge de la transformation urbaine. Maintenant, c'est ce qu'on teste via Expérimental Platform. Est-ce qu'ils vont y arriver ? Est-ce que si ça se fait, ça va se poursuivre dans le temps ? Ça, ce serait idéal. Ça veut dire que ça peut se répliquer, se balader dans l'ensemble du territoire bruxellois, peut-être pas par commune, peut-être par bassin versant, idéalement pour nous, mais des choses comme ça. Voilà, si ça fonctionne, normalement, ça devrait être en place. Est-ce que ça s'appellera Brusso ? Je ne sais pas.
Si ça ne fonctionne pas, qu'est-ce que c'est alors? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui reste pour combler ce manque un petit peu, ce lien qui manque entre la gestion de l'eau intégrée éco-créative et la gestion de l'eau actuelle? Je ne sais pas. On a des pistes de réflexion, mais on n'a pas la réponse en tout cas. Je ne vais pas prononcer. Alors, par rapport à ce que fait Brusso bis maintenant et quelle forme de pérennisation, Dimitri est très clair, on n'a pas encore la réponse. Et bien sûr, on va... Mais c'est parce qu'on n'est pas au bout de l'affaire non plus. Il ne faut pas nous demander... voilà, donc c'est en chemin, etc. Mais il se fait qu'il y a d'autres pistes d'action quand même. Par exemple, on a instauré avec les communes, et ça c'est les EGEB, on a instauré avec les communes du Molenbeek, donc Berchem, Saint-Agathe, Gansoren, Jette, Bruxelles-Ville-Laken, qui forment cette vallée, on a instauré ce qu'on appelait le comité d'accompagnement du Molenbeek, le CAM, qui est une instance molle, c'est pas très institué, mais qui est coordonnée par les EGEB et qui se réunit tous les 3 mois pour imaginer des choses, des projets, etc. Donc, et là, on est en dehors de financement d'Innoviris. On est quand même dans le financement de la politique publique de l'eau, mais c'est du très très petit financement. Donc ça maintient une vie de solidarité, de perspective. Mais c'est un impact très fort, parce que maintenant, Bruxelles Environnement veut le faire sur le Malbec, justement, et peut-être sur la Wolu aussi. Et donc, le ferment de cette chose-là existe. Donc, que les communes se manifestent et disent on le veut. Tu vois, je veux dire, ça ne va pas nécessairement passer par les fourches caudines d'un lieu qui est extrêmement structuré dans la dimension de l'expérimentation qu'on veut faire, où on essaye de discuter au millimètre des choses pour que le test soit probant. Donc on a de longues discussions, de longues définitions de qu'est-ce qui doit être testé, mesuré, etc. Et c'est très important pour, après, que ça se reparte vers les politiques de l'eau à Bruxelles et du paysage. Pour finir, on a bien compris que ce n'est pas que l'eau, c'est la gestion du territoire. Et donc il y a plein de choses qu'on tente de mettre en place en les testant. Ça ne veut pas dire que le reste de la vie s'arrête. Donc continuons de construire des objets dans la politique ad hoc de la gestion de l'eau. Et la gestion intégrée de l'eau de pluie va dans le sens de la considération de ces bassins versants. Ça devient une politique que même Bruxelles Environnement prend en charge. Donc, avançons. Il ne s'agit pas d'attendre. Il s'agit de le mettre en hypothèse et de le travailler. Et c'est assez étonnant parce que donc Brusso est terminé, mais Brusso, après sa conclusion, on va dire, en tant que projet Innoviris, continue d'exister. On fait appel à Brusso. On ne sait pas qui est Brusso, on ne sait pas qu'est-ce que c'est Brusso, mais les gens font appel à Brusso. Il y a une demande d'avoir ce souffle-là qui vient comme ça. Et la preuve, on est là pour Brusso, notamment. Ouais. Voilà. Mais donc, voilà. Mais donc, c'est... Voilà, même s'il n'y a pas de statut autour de ça, c'est quelque chose qui existe. Donc c'est aussi quelque chose qui peut être repris aussi par d'autres mouvements, que ce soit par des communes, que ce soit par des citoyens, des choses comme ça. Il y a d'autres manières de faire. Et alors ça peut aussi être complètement autre chose que Brusso, mais il y a des choses qui peuvent venir. Ah. C'est ça. Mais ça c'est ce qu'il disait, le CAM a été fait, pas forcément dans Brusso d'ailleurs. Donc du coup, c'est quelque chose qui peut se faire, et je pense que ça doit aussi émaner d'une volonté de la commune ou des communes concernées. Voilà. Vas-y. Oui, que ça émane de gens, je veux dire, et que donc dans une administration, il y a des désirs humain dans une administration. Je veux dire par là, quelqu'un se dit dans une administration, tiens, ce serait bien qu'on ait une solidarité entre les communes
je voudrais bien éprouver cette idée. Tiens, je vais téléphoner mon voisin de la commune d'à côté, puis celle d'à côté, et voilà. C'est donc des phénomènes. Un problème de coordination, comment se coordonner, qui va prendre. Alors, ça ne peut pas être la commune d'Ixelles plus que l'autre, etc. Tiens, ce serait peut-être bien d'avoir une coordination qui ne soit pas l'un d'entre nous, mais un autre acteur, etc. Donc voilà, c'est le genre de questions qui viennent très, très simplement. Il suffit d'y croire, de les prendre en charge. C'est ce que nous avons fait en tant qu'habitants, de croire. Voilà. Donc une commune peut aussi croire en des choses. Donc, mon téléphone, c'est le 0400. C'est bon. Tu veux conclure? On va finir. Ben, merci beaucoup. S'il n'y a plus de questions urgentes, je propose que vous éventuellement, j'imagine qu'il y a un drink maintenant, une pause avec un drink jusqu'à 15h45. Voilà. Moi, je devrais vous quitter, mais je pense que vous resterez jusqu'au bout. Moi, en tout cas, j'avais une dizaine de questions, mais je crois que c'est bien que pour une fois, je ne parle pas, parce que j'ai tendance à être assez volubile aussi. Mais passionnant, et merci beaucoup pour vos apports. Moi, j'ai quand même envie de soulever un petit peu ce qui a été de l'ordre de notre dernière discussion, Dominique, avant de parler des communs, mais sur finalement comment est-ce qu'à Bruxelles on finance des dynamiques de la sorte, qui me semblent être des dynamiques ponts, qui réunissent à la fois des acteurs ponts, je sais que tu n'aimes pas le terme, mais des acteurs ponts, des tiers-lieux et des objets intermédiaires. Quand ces trois-là sont réunis, on a des dynamiques ponts et qui durent, mais on voit aussi que pour celles et ceux qui travaillent dans des institutions, on sait tous que c'est extrêmement codifié, rigide, compartimenté. Ça l'est même au sein des institutions. Donc dans les institutions, il y a des hiérarchies et des compartiments qui ne permettent pas les collaborations en fait, multi-acteurs ou les alliances nouvelles qui, à mon avis, sont le terreau en fait, de transformation de cet ordre-là, qui sont des trucs hyper complexes, en fait, ces transformations socio-écologiques de systèmes complexes. Et donc, j'en viens à mon avis, un champ d'attention qu'il nous faudra porter ensemble, qui est comment est-ce que ces acteurs sont financés, sur quelle base est-ce qu'on continue à assumer le fait que des projets de cet ordre-là, si ambitieux, sont financés en dynamique de projet, quels qu'ils soient, quelles que soient les méthodes prônées, toutes nobles qu'elles soient, parce qu'on a l'immense chance d'avoir des poches de sciences participatives au sein d'Innoviris que beaucoup de gens en Europe nous envient, il faut quand même le rappeler. Je vais me rendre en France 2 fois là, dans les mois qui viennent, de gens qui sont dans des réseaux de sciences participatives, puisqu'on parle de sciences participatives ici, et qui nous envient littéralement le cadre de travail dans lequel on opère. Mais malgré tout, il nous faut être exigeants. On est extrêmement démunis et très peu sûrs d'une certaine pérennisation de cette dynamique-là. Et à mon avis, il y a une vraie limite de financer la transition au sens large par projet. Même si c'est des projets en sciences participatives hyper ambitieux et avec beaucoup de moyens. Donc là, il va falloir qu'on politise au sens le politique. Ouais, je pense que là, il va falloir quand même continuer à mener ce combat-là, ou en tout cas le formuler en plus haut lieu. Voilà, donc moi j'ai juste envie de revenir là-dessus, parce que je pense que et je m'inclus dedans parce qu'en fait on fait le même métier, on ne pourra pas continuer à ce rythme-là en fait. Je pense dans des incertitudes radicales pareilles, à devoir solliciter une multiplicité de subventions diverses et variées pour faire le métier que nous devons faire et qui est un nouveau métier à mon avis. C'est un nouveau métier que de connecter des acteurs qui sont éparpillés pour générer des alliances nouvelles. Et il faut créer des nouveaux métiers et il faut reconnaître ce métier-là, je pense. Voilà.